Alors, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je suis extrêmement heureux d'accueillir les premières sessions du cycle des matinales de Rennes la Talente pour 2018. Donc, l'INRIA est un partenaire depuis toujours de ces matinales. Enfin, j'espère depuis toujours, il me semble. En tout cas, on a l'habitude de vous accueillir régulièrement. Donc, ça me permet quand même, on est encore au mois de janvier, de vous souhaiter effectivement au nom de l'Institut mes meilleurs vœux pour 2018. On va les souhaiter essentiellement aux entrepreneurs. Je pense qu'ici, c'est ça que vous êtes. Donc, on va souhaiter à ceux qui sont déjà partis d'accroître leur marché et ceux qui démarrent, de le rencontrer le plus rapidement possible. On a choisi aussi d'accueillir ces premières sessions aussi parce que le thème, donc le financement de l'entreprise innovante, résonne quand même largement aux oreilles des gens de l'INRIA. Donc, vous savez que dans nos missions, mission principale, c'est de faire de la recherche, mais l'innovation est juste derrière. Alors, c'est sûr que la recherche n'est pas le seul moyen de faire de l'innovation, enfin c'en est un. En tout cas, c'est celui qui nous sert effectivement à nous aussi à lancer des startups. Donc l'année 2017 a été une excellente année puisque, issu des travaux de recherche du centre, 4 startups ont démarré et actuellement on en a 3 qui sont en pré-incubation, donc qui passeront peut-être le cap en 2018. Voilà. Donc c'est toujours une activité qu'on arrive à maintenir. Et évidemment, on n'oublie pas les collaborations directes avec les entreprises issues de n'importe quel environnement. Voilà, donc j'en profite pour vous rappeler effectivement que n'hésitez pas à collaborer avec des centres de recherche, l'INRIA ou un autre. Je crois que le CIR est doublé en cas de collaboration directe avec le monde académique. Il faut en profiter tant que ça dure. Voilà. L'année 2018 aussi, c'est une année assez intéressante pour nous puisqu'on ouvre, on a déjà ouvert, mais demain on l'inaugure, un nouveau service qui s'appelle INRIA Tech. Qui est en fait un pool d'ingénieurs disponible immédiatement et mobilisable en quelques jours pour développer des proof of concept ou des prototypes ou des adaptations de résultats de recherche à des besoins d'entreprise, tout ça sur quelques mois. Voilà, ça c'était des activités que les centres de recherche avaient du mal à faire parce que pour nous, dans la fonction publique, le recrutement d'un ingénieur pour travailler sur un projet, ça prend plusieurs mois, ça prend pas mal de temps. Donc là, l'idée c'était d'avoir une équipe déjà constituée qui, en l'absence de contrat direct, continue à s'entraîner, continue à développer des différents proof of concept pour faire des démonstrations et qu'on peut immédiatement affecter à un projet court pour les besoins d'une entreprise. Voilà, cette opération sera inaugurée demain, donc puisqu'on a eu le soutien de la région financièrement, c'était très important aussi. Et vous en entendrez parler certainement dans l'écosystème. Vous en avez peut-être déjà entendu parler puisque l'ingénieur d'affaires chargé de développer ce business model est déjà arrivé depuis le mois de novembre et est plutôt active. Donc c'est quelqu'un de la communauté que vous connaissez bien. Elle s'appelle Cécile Martin. Je crois que l'entreprise d'où elle vient doit être dans la salle, quoi. Voilà, donc je voulais pas faire plus long que ça. Je pense que vous n'êtes pas là pour venir m'écouter, mais plutôt pour le programme alléchant que vous avez cette matinée-là. Donc je vais vous laisser écouter. Bonne journée à tous et puis encore meilleurs vœux pour 2018. Donc, bonjour à tous, merci Stéphane Bouda, merci à l'INRIA une nouvelle fois de nous permettre d'organiser une matinale chez vous dans cet établissement. Juste pour l'anecdote, on change de centaine de matinales puisqu'aujourd'hui nous attaquons la 301e matinale. On a clôturé l'année 2017 avec la 300e matinale et je suis ravie de voir que il y a toujours autant de gens qui viennent écouter ces conférences. Alors, pour cette matinale de ce matin sur le financement de l'entreprise innovante, on a choisi un format qu'on a moins l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'on a plutôt choisi un format table ronde, pour permettre un peu plus d'échanges entre les différents intervenants. Et donc, on a confié l'animation à Jean-Marc Tarian, qui est dirigeant de finance et stratégie et spécialiste donc du financement et de la reprise d'entreprise. Donc, je vais pas m'éterniser et je vais laisser Jean-Marc démarrer cette table ronde. Voilà. Et juste un truc quand même. On est en direct avec Saint-Malo, où il y a... Bonjour les Malouins. Bonjour Rennes. Oui, on est au parc catalan de Saint-Malo à l'Odyssée, dans la grande salle de réunion, avec près d'une dizaine de personnes. Voilà, donc ils vont aussi écouter attentivement ce qui va être dit ce matin et bien sûr ils auront toute l'opportunité d'intervenir au travers des phases de questions-réponses. Voilà, Jean-Marc, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous, bienvenue.
Donc nous allons passer à peu près 1h15 ensemble sur ce thème délicat du financement d'entreprises innovantes. Et en guise d'introduction, avant de vous présenter nos intervenants, quelques petits mots pour poser finalement le contexte du moment. Je pense qu'on a tous conscience qu'on est dans une période de conjoncture économique, de rebond, extrêmement favorable ces derniers mois. Quand je rencontre les différents acteurs, chefs d'entreprise en premier lieu, ils ont fait une très bonne année 2017, tant en volume qu'en termes de résultats. Quand je rencontre les partenaires financiers, on se voyait avec Anne Levenez la semaine dernière, et vous me disiez, on a fait l'année 2017 record, progression, si j'ai bien compris, des encours, des prêts, de l'ordre de 50% en 2017 par rapport à 2016. Donc, beaucoup d'argent sur la place, un très bel optimisme des dirigeants, une année 2007 qui conforte les fonds propres par d'excellents résultats entre très nombreuses entreprises. On constate toujours un maintien des taux très bas, une volumétrie d'argent qui est sur la place de toute nature, qu'il s'agisse des banques, qu'il s'agisse du capital risque, du crowdfunding, des prêts d'honneur, du financement participatif. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'argent. Bien. Et dans le même temps, quand on est un porteur de projet d'entreprise innovante, ou qu'on veut passer les phases de l'amorçage au développement, il faut s'y coller, et c'est pas facile, pour trouver les bonnes portes, trouver les financements, convaincre, et très souvent dans des délais trop longs par rapport à ce qu'on peut vivre sur le terrain quand on accompagne ces porteurs de projets. Donc le but de cette matinale, c'est d'essayer de mieux comprendre pourquoi les choses sont difficiles et surtout d'apporter des réponses sur comment on peut faciliter et accélérer l'accès au financement de ces entreprises particulières que sont les entreprises innovantes. Et pas simplement dans les phases de démarrage, y compris dans les phases de développement. Alors on va traiter cette matinale en 2 temps. La première partie va être consacrée au financement plus particulier d'entreprises en création qui rencontrent les plus grandes difficultés en matière de financement. Comment faut-il s'y prendre? Qu'est-ce qui est du domaine du haut de bilan, des fonds propres? Comment se présenter à des intervenants en fonds propres? Comment fonctionnent les acteurs privés? Que peuvent apporter les acteurs publics, notamment BPI? Est-ce que les banques interviennent en financement en matière de création d'entreprise? Si c'est le cas, à partir de quand? Sur quelle base de réflexion? Comment présenter les dossiers? Quel type d'acteurs rencontrer? On abordera les mêmes questions ensuite sur la phase de développement d'entreprise. En gros, à partir du moment où on a des produits, des premiers clients, une équipe, une vision claire de notre avenir et donc des choses à montrer qui sont des faits et pas simplement des business plans. C'est plus facile, mais c'est toujours complexe, ça prend toujours beaucoup de temps, et donc on essaiera là aussi d'éclairer les voies et moyens pour accélérer l'accès au financement. Je vous présente nos 4 intervenants. Donc à droite, Anne Levenez, qui est responsable d'agence entreprise au Crédit Mutuel Arkea, à Rennes. Frédéric Guibert, qui est délégué à l'innovation chez BPI France à Rennes. Véronique Roth, qui donc est consultante plus particulièrement en matière d'opérations de haut de bilan, levée de fonds au cabinet Aelios. Et puis Madame Kemener, qui est responsable du marché des professionnels au Crédit Mutuel Arkea d'Ille-et-Vilaine. Voilà, je suis donc moi-même Jean-Marc Tarian, j'ai travaillé une 15aine d'années dans la banque, le capital risque et notamment chez BPI. Et j'ai créé un cabinet qui s'intéresse depuis 15 ans à accompagner des porteurs de projets, d'entreprises innovantes ou non, pour trouver de la finance. Donc on est confronté au quotidien avec notre équipe, composée de 5 personnes, sur les grandes régions ouest, à trouver, chercher des solutions permettant de débloquer ces problématiques de financement. On s'aperçoit que ce n'est pas très simple, et donc j'ai beaucoup à échanger avec vous sur ces questions pour vous écouter sur vos recommandations et vos témoignages en la matière. Alors, ceci étant posé, donc nous allons démarrer sur cette phase création d'entreprise, et on va démarrer par un organisme qui me paraît clé, qui est BPI France, avec Frédéric Guibert. Si vous voulez bien, Frédéric, nous expliquer un petit peu en quoi, très rapidement, BPI se positionne en tant que banque de manière différente des autres banques pour accompagner les entreprises innovantes dans cette phase charnière éminemment importante de la création. Bonne question de départ. Comment on se positionne différemment des autres banques? Déjà parce que c'est notre vocation. On est une banque de place.
Concrètement, très rapidement, la BPI, c'est une banque qui est possédée à 50% par la Caisse des dépôts et consignations et 50% l'État, et dont la mission est finalement d'essayer de simplifier l'accès au financement des entreprises. Ça, c'est le leitmotiv de tous nos métiers. Sur l'entreprise en création, comment on va accompagner et aider les entreprises sur l'accès au crédit? Déjà de manière générale via la garantie, c'est-à-dire qu'effectivement on a des dispositifs de garantie de prêt bancaire, c'est-à-dire qu'on vient contre-garantir le prêt qu'octroie une banque à une entreprise, de l'ordre de, on va dire, de 40 à 70%. On est plus près des 70% sur une entreprise en création, surtout innovante. Mais l'idée est de minorer, pondérer le risque pris par la place bancaire sur l'octroi d'un prêt auprès d'une entreprise en création, et donc favoriser finalement son acceptation par la banque auprès de l'entreprise. Donc ça, c'est ce qu'on fait pour, on va dire, toutes les entreprises, dont les entreprises innovantes, mais toutes les entreprises. Pour les entreprises innovantes, on a à côté de ça la possibilité de les accompagner sur la phase de, on va dire, de mise en place, de validation de leur innovation. Donc là, on est en capacité d'intervenir sous forme d'aide publique, on va dire en 2 temps. Généralement, une première phase qui est une phase de faisabilité. On va lever les premières questions qui sont liées à votre intention de créer un projet d'innovation, un service, un produit innovant, en forme de subvention, pour valider des éléments marché, valider des premiers éléments techniques, valider des éléments juridiques. Jusqu'à quel montant les subventions? Jusqu'à 50 000 euros. Alors, jusqu'à 50... Porteur de projet ou à l'entreprise? À l'entreprise. On intervient effectivement dès la création de l'entreprise, mais dès la création de l'entreprise et pas avant, et à hauteur des fonds propres. Donc c'est un sujet, je pense, qu'on va aborder après. Mais il y a dès le départ un enjeu important à constituer un capital suffisant pour mener à bien le projet que veut porter l'entreprise, en évaluant bien les ressources nécessaires, le besoin nécessaire aussi à réaliser le projet, et effectivement avoir à minima 1 euro de fonds propres ou quasi-fonds propres, donc il y a tout ce qui est compte courant qui rentre dedans, à mettre en face de notre aide à l'innovation. On peut monter plus haut que 50 000 euros sur des cas spécifiques, dans 2 cas, via le concours iLab, qui est encore à l'ordre du jour, qui est en dépôt jusqu'au 20 février, je crois, de cette année, qui est plutôt orienté sur des projets d'innovation technologique, en lien d'ailleurs avec le bel endroit qu'on occupe aujourd'hui, qui est justement la recherche académique. Donc typiquement, quelqu'un qui viendrait de l'INRIA peut déposer un projet en vue d'une création d'entreprise sur des innovations plutôt de rupture quand même. Donc c'est vraiment quelque chose avec des niveaux d'intensité d'innovation importants. L'autre élément, vu que c'est un élément d'actualité, on m'a fait un appel du pied tout à l'heure pour en parler rapidement. On a mis en place avec l'État, CGI et la région un dispositif qui s'appelle Inno Avenir projet en l'occurrence, et qui permet d'accompagner là aussi des entreprises jusqu'à 200 000 euros en subvention, donc sur des faisabilités encore plus lourdes. Pour situer les enjeux, c'est à peu près combien de dossiers en Bretagne par an qui bénéficient de ces subventions en matière d'entreprise innovante? C'est en subvention, en faisabilité, c'est entre 70 et 80 dossiers. Sur la Bretagne. Sur la Bretagne. En création d'entreprise, sur Rennes, j'ai eu à faire le travail hier, donc ça tombe bien. C'est une 30aine d'entreprises en création qu'on accompagne. Combien de candidats? Quel est le taux de succès quand on vient vous voir pour obtenir sa subvention? Sur 10 candidats, quel est le taux de... C'est une bonne question, ça aussi. En fait, on raisonne pas comme ça, très honnêtement, parce qu'en fait, je vais pas pouvoir vous donner un taux d'échec, parce que l'idée, c'est qu'on essaie d'être pragmatique. Et concrètement, quand on demande à un porteur de projet ou à une entreprise de rédiger, parce qu'il y a une petite rédaction à faire, un projet d'innovation en vue du dépôt et de l'obtention d'une aide, c'est qu'on a fait avec vous, en l'occurrence, la validation de notre capacité à vous accompagner. C'est-à-dire qu'on va pas mettre une boîte aux lettres, vous laisser déposer un dossier et vous dire on vous recontractera dans 6 mois, c'est pas l'idée.
Vous n'avez pas de temps à consacrer à ce genre de choses, on n'a pas le temps de consacrer à consacrer à ce genre de choses. Donc l'idée, c'est d'abord de rencontrer un chargé d'affaires chez nous, d'échanger avec lui sur le projet, son intention, sa structuration, et de valider finalement que c'est le bon moment pour venir nous déposer un projet. Si c'est pas le cas, on vous le dira clairement et on vous incitera à ne pas déposer de projet. Donc s'il y a un dépôt de projet, parce qu'il a été validé comme a priori suffisamment crédible, ouais. On a de très fortes chances. À 99% de chances, il sera effectivement financé à la fin. Quel délai entre le premier contact et l'obtention, si le dossier est construit correctement? Ça aussi, c'est une bonne question. Alors, très clairement, là aussi, vous allez dire que je réponds un peu à côté. C'est très variable. Ça va dépendre aussi de la maturité du projet qui nous est amené. C'est-à-dire que... en règle générale, Frédéric. En règle générale, ça va de 1 mois à 2-3 mois. Ok. Voilà. Et ça s'accélère effectivement avec l'intervention. On continue, de, je vous presse un petit peu parce qu'on a plein de choses à aborder, puis vous êtes 4 intervenants. Vous intervenez en garantie, vous intervenez en subvention. Vous pouvez intervenir comment ensuite pour financer l'entreprise en démarrage? Alors au démarrage, ce qui vient juste après la faisabilité, logiquement, c'est des projets de développement. Alors vous allez voir, on utilise développement à plusieurs. On n'est pas en développement encore, on est toujours en création. Non, oui, on est toujours en création, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que une phase de faisabilité, c'est 6 mois à peu près. D'accord. C'est les premières questions importantes à lever avant d'arriver sur un projet d'innovation plus global qu'on appelle un projet de développement d'innovation. Mais on a bien créé l'entreprise. On a créé l'entreprise. On a 6 mois, 1 an pendant lesquels on approfondit la faisabilité, le marché, etc., les produits. Exactement. Après, on y va, donc on a besoin de vous, on a besoin d'argent. Ouais. Vous intervenez comment? En avance récupérable. Une avance récupérable, c'est quoi? Alors, une avance récupérable, c'est une avance de trésorerie qui... Court terme? Non, justement, moyen long terme. Hein, dans l'idée, avance de trésorerie, pour moi, c'est court terme. Oui, donc c'est un financement moyen terme. Un financement moyen terme lié effectivement à des projets, enfin un projet d'innovation, encore une fois. Sur quelle durée? Là aussi, c'est très variable. C'est en fait le vrai élément de sélection va être combien de temps vous avez besoin pour réaliser votre dossier, enfin votre projet. Grosso modo, on va en moyenne de 1 an à 3 ans. 3 ans, c'est long pour une startup, mais ça peut arriver. De développement. Donc, on va caler une période différée sur la période de développement, de réalisation du projet. Et après, on va se mettre d'accord sur un échéancier de remboursement, vu qu'on est bien sur une avance, qui sera paramétré par rapport aussi au prévisionnel de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément que du linéaire, on peut faire du progressif, ce genre de choses. L'intérêt de l'avance récupérable aussi, c'est que, par rapport à notre produit dont on parlera tout à l'heure, c'est que y a une espèce de caution solidaire. C'est-à-dire qu'en cas d'échec technique, une partie de cette avance n'est pas remboursée. Elle se transforme en subvention? Exactement. En cas d'échec, ce qui généralement pour une start-up n'est pas une bonne nouvelle parce que taux zéro sur les avances remboursables? Taux zéro. Taux zéro. Taux zéro. Pas de garantie, pas d'assurance DIT. Il y a des frais de dossier simplement. Assurance DIT, décès, invalidité, temporaire et définitive. Exactement. Donc aucune garantie, pas de taux d'intérêt. Indifféré, c'est fondamentalement important. Qui peut être de 1 à 3 ans pour nous résumer. Un délai de remboursement sur 3-5 ans maximum, à partir du moment où on commence à rembourser. On fait généralement du 5 ans, 4-5 ans. Voilà, donc c'est un crédit long, puisqu'il peut être de 7-8 ans. C'est ça. Qui est assez fréquent. C'est un produit très ancien chez BPI. C'est un produit très ancien. Fondamental par sa structure, qui s'appuie donc sur les fonds propres qu'il faut qu'on ait constitués. Exactement. Sinon, pas de fonds propres, toujours pas de prêt. Hein. Et je crois que BPI peut intervenir aussi en capital risque. Mais est-ce que c'est le cas en matière d'entreprise innovante? Alors, c'est le cas en termes d'entreprise innovante. On n'est pas forcément, enfin, on intervient plutôt sur de la série A, donc juste après, on va dire plutôt après un projet d'innovation type AR, justement. On intervient aussi, on est un acteur, mais je te laisserai en parler plus longuement, qui intervient plutôt en second rang. C'est-à-dire qu'en fait, via ce qu'on appelle le Fonds national d'amorçage, on va venir doter des fonds régionaux qui, eux, vont être en capacité d'intervenir auprès des entreprises. Bien. Sur la partie levée de fonds, on a effectivement, et généralement c'est à peu près synchronisé avec l'avance récupérable dont on parlait, la capacité d'accompagner l'entreprise sur la démarche de recherche de levée de fonds. Là aussi, on va en parler un peu plus longuement après, mais clairement, une démarche de levée de fonds, c'est jamais rapide. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, très clairement. Il faut voir que dans les meilleurs des cas, c'est 6 mois. 6 mois pour une start-up, c'est largement suffisant pour épuiser entièrement et complètement la trésorerie que vous avez pu constituer au départ.
On a créé, là aussi c'est un produit assez historique, le prêt d'amorçage, qui est un prêt qui a vocation à accompagner l'entreprise dans son lancement commercial et dans la discussion qu'elle peut avoir avec des financeurs, enfin des investisseurs, en faisant un bridge de trésorerie, donc en comblant en fait la consommation de trésorerie qu'il peut y avoir dans cette phase de lancement commercial où on n'est pas encore rentable, et qui permet justement de discuter plus sereinement avec les investisseurs. On peut aller jusqu'à 300 000 euros. On est toujours capé, de toute façon c'est à peu près vrai pour tous nos produits, au niveau de fonds propres de l'entreprise. Mais on peut donc aller jusqu'à 300 000 euros dans cette phase-là, qu'on évalue avec l'entreprise sur sa capacité, son besoin finalement de consommation de cash. C'est des prêts, là aussi, plutôt moyen-long terme, vu qu'on est sur du 8 ans avec 3 ans différés. Quel taux? On est à 5,5. Donc c'est largement plus cher qu'un prêt classique. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est plus assimilable à une démarche d'OC quasiment, parce que 8 ans, 3 ans différés, c'est OC, parce qu'on a des néophytes. Excusez-moi, obligation convertible, qui serait non convertible en l'occurrence. Donc ce qu'il faut voir, c'est que le taux peut sembler cher par rapport à certains taux bancaires qu'on peut trouver sur la place, mais parce qu'on est sur des profils encore risqués. C'est-à-dire que concrètement, et en toute honnêteté avec vous, c'est des prêts où on voit en fait deux sinistralités. Généralement, c'est l'entreprise n'arrive pas à finalement lever les fonds et elle meurt dans les 6 ou 9 mois malheureusement avec notre prêt, ou bien plus tard après avoir consommé sa levée de fonds parce que finalement elle n'a pas trouvé son marché. Donc on est quand même sur des prêts avec une sinistralité importante, ce qui justifie le taux. Voilà. Ce qu'on appelle le prêt d'amorçage. Exactement. Qui est vraiment spécifique à BPI, BPI étant une banque publique qui fonctionne avec l'impôt qu'on lève au niveau de l'État. Vous prenez des risques que les autres partenaires financiers, qui sont privés, qui soient capital risque, qui soient bancaires, ne peuvent pas prendre dans une optique couple risque-rentabilité acceptable. Tout à fait. Vous ne cherchez pas la rentabilité sur ce type de financement. BPI est là pour faciliter l'émergence, le développement des entreprises, la création d'emplois. On est vraiment sur des produits à risque, puisqu'il n'y a pas de garantie pour nos résumés. Exactement. On n'a pas encore réussi à faire la levée de fonds. On est en train de discuter quand on peut bénéficier de ce prêt d'amorçage. On n'est pas sûr de réussir la levée de fonds comme vous l'exprimiez, ce qui peut être une des causes d'échec. Le montant est significatif, on peut aller jusqu'à 300 000. Mais il n'est accordé que si nous avons des fonds propres, puisque c'est plafonné au montant des fonds propres déjà existants. Tout à fait. Ce qui nous amène, et je vous remercie Frédéric, à passer la parole à Véronique Roth, qui intervient, elle, en termes de spécialité, Véronique, véritablement dans la recherche des financements de haut de bilan, tant en région qu'au niveau national. Véronique, comment on fait pour trouver des fonds propres lorsque soi-même, on n'est pas très riche et que les membres, les actionnaires, les SMH, les jeunes, les chefs d'entreprise qui sortent de l'entreprise ou de l'école n'ont pas des moyens faramineux. Donc on parle de business angel, on parle de fonds d'amorçage, régionaux ou nationaux. C'est quoi le capital risque? Bien. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur comment on complète les modestes apports en règle générale du porteur de projet lui-même? Le capital risque est donc une catégorie de fonds qui intervient dans une large phase de vie de l'entreprise, puisqu'il commence effectivement en amorçage, on va en reparler, et on va voir aussi qu'il va assez loin dans l'accompagnement des startups, même quand elles ont déjà plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et qu'elles sont en phase d'accélération. Donc c'est une population assez dense et large d'intervenants. Donc il est intéressant justement de voir un petit peu comment elle se décompose. Sur la phase d'amorçage dont nous parlons depuis un petit quart d'heure, il y a effectivement des intervenants spécialisés qui vont être en capacité d'accompagner des startups très en amont. Donc très en amont, c'est-à-dire même quand il n'y a pas de revenus encore de chiffre d'affaires, que le projet a quand même été déjà accompagné, comme on l'a vu par la BPI, qu'on est éventuellement en train de terminer le produit et chercher ses premiers clients. Et donc, sur cette première phase d'amorçage, il y a deux catégories, on va en citer quand même une troisième, mais il y a deux réellement catégories d'intervenants, qui sont les FNA, donc les fonds nationaux d'amorçage. Frédéric en parlait tout à l'heure, ce sont des fonds qui ont été en partie financés par la BPI et qui ont trouvé des abondements supplémentaires et qui gèrent des volants de fonds de l'ordre de 20 à 40 millions d'euros, donc c'est quand même des sommes. Et dont la spécificité et même le cahier des charges qui leur a été donné est d'accompagner la start-up très très jeune. Certains fonds nationaux d'amorçage
ont l'obligation d'intervenir sur des boîtes qui ont 0 € de chiffre d'affaires. Donc il y en a à peu près une vingtaine sur le national. Vous en connaissez sûrement sur le territoire breton comme Go Capital, puisque c'est l'acteur régional qui intervient dans cette catégorie, mais qui est complété par une bonne vingtaine d'autres au niveau national, qui se trouvent plutôt sur Paris, certains étant aussi spécialisés sur d'autres régions. En complément de ces FNA, on retrouve la population des business angels qui sont en capacité d'intervenir sur cette phase de vie de l'entreprise. Et là, on a pas mal une bonne densité sur la région Bretagne, puisque chaque département a son réseau. Sur Rennes, vous avez le Goden, Armor Angel sur BSA sur le Morbihan, qui savent fonctionner en plus en se fédérant entre eux. Et donc qui sont en capacité d'intervenir. Si on parle... Véronique, c'est quel type de somme en règle générale, quel montant quand on parle de business angel, de fonds d'amorçage? Alors, en phase d'amorçage, en fonction de la typologie du projet, c'est en général des objectifs de levée de fonds qui vont de 200 000 à 800 000. Si je veux vraiment donner une fourchette réaliste, après, bien évidemment, il peut y avoir des exceptions à l'extérieur de cette fourchette. Il est clair que des réseaux de business angels, même s'ils se fédèrent entre eux, ont une capacité en général d'intervention qui est plutôt de l'ordre de 150 à 300. C'est compliqué de réunir auprès de business angels une somme plus importante. Par contre, les FNA, donc j'évoquais tout à l'heure, eux ont une capacité d'intervention qui peut commencer à 200 ou 300, mais qui peut aller à 600, 700 sans problème. Est-ce que la disparition de l'ISF, transformée en IFI, ne va pas jouer un mauvais tour à l'incitation fiscale qui amenait les business angels à être des business angels? C'est clair que ça va avoir un impact, puisque les business angels ont eu clairement une accélération de leur action en 2008 lors de la loi départ, qui avait donc justement mis en place cet ISF qui ne va plus exister à partir de 2018. C'est un peu difficile à mesurer l'impact, mais c'est clair que ça va en avoir un, puisque aujourd'hui, la plupart des business angels regroupés en réseau défiscalisent leur impôt. Donc il y a toujours la défiscalisation de l'IR. C'est 50% défiscalisation, ouais, plafonné de mémoire à 45 000. Tout à fait. Ce qui n'est pas négligeable par personne. Donc ça va automatiquement avoir un impact non négligeable sur les sommes que quelles recommandations vous pouvez faire aux personnes présentes sur la manière peut-être demain de compenser une moindre volumétrie d'argent injecté par les business angels? Parce que le capital risque, je vous rendrai la parole à ce sujet, mais c'est peu de dossiers, finalement, pour beaucoup de candidats quand on est dans ces phases d'amorçage. Alors que les business angels jusque-là, plus petit montant partagé sur plusieurs acteurs, l'un met 5 000, l'autre 10 000, donc un risque à l'échelle humaine acceptable et financé par l'État par la réduction d'impôt à 50%, ont trouvé sur la phase d'amorçage du projet innovant un premier écho qui était également utile pour le capital risque derrière, rassurant. Comment on va pouvoir faire? Qu'est-ce qui reste d'autre en dehors du business angel qui fait partie de réseau avec ISF? Pour l'instant, j'ai pas vraiment une réponse à donner. On va voir comment sur la durée les choses peuvent éventuellement s'équilibrer. Mais c'est vrai que vous avez raison, c'est que le taux de succès des startups auprès des business angels sur des montants moins importants versus le taux de succès auprès des fonds n'a rien à voir. Je crois que de mémoire, sur les business angels, on a à peu près 10% des dossiers qui aboutissent. Ce qui est quand même en termes de demande, sans demande, 10% d'acceptation. Voilà, ce qui est quand même assez élevé. Quand on regarde les stats un peu plus sur le capital risque, alors toutes catégories confondues, on descend plutôt à 1 ou 2%. 1% à 2% d'acceptation sur 100 dossiers présentés des capitaux risqueurs à l'échelle nationale et probablement au niveau régional également. Donc un sport difficile. Qu'est-ce que vous pouvez recommander aux porteurs de projets lorsqu'ils vont rencontrer des investisseurs en capital risque pour les séduire? Alors déjà d'avoir fait le maximum d'actions pour aller chercher de l'argent non dilutif avant de commencer. C'est quoi ça, de l'argent le non dilutif, on en a parlé il y a des minutes, c'est la BPI, c'est toutes les aides qui peuvent être réunies pour pouvoir financer le début de vie de l'entreprise. Parce que plus vous allez être avancé dans le cycle de développement, de démarrage de l'entreprise, donc éloigné, on va dire, du format PowerPoint du projet, et donc commencer à réunir vraiment des éléments tangibles, donc des études de
faisabilité des débuts de produits. Donc vraiment bien optimiser la phase amont pour réunir le maximum d'éléments qui vont permettre de convaincre les investisseurs. Donc ça, c'est déjà la première chose à faire. Être sûr que vous êtes sur un projet qui est dans la cible en fin de compte des capitaux risqueurs. Les capitaux risqueurs sont des gens qui ont un taux de mortalité sur leur portefeuille qui est très élevé. En gros, quel ordre ? Quand ils font 10 investissements, ils en ont bien 5 qui ne survivent pas. 3 ou 4 qui délivrent moyennement par rapport à ce qui a été prévu. Donc, ce qui veut dire qu'ils vont survivre. C'est des boîtes qui vont se développer, mais qui vont jamais atteindre ce qui était prévu. Et éventuellement, un champion sur 10 qui va délivrer et qui va leur permettre de faire un multiple. Donc, ce sont des gens qui, quand ils vous regardent et vous écoutent, se disent, quand je veux mettre 1 euro dans cette boîte, je veux en retrouver 10 à la sortie, quoi. Donc, il faut être en capacité en termes de... Alors, c'est pas du tout un jugement de valeur, hein. C'est pas parce que votre projet n'est pas capable de faire x10 en termes de création de valeur sur un réseau de temps de 4 à 6 ans, donc quand même court, qu'il n'est pas un bon projet digne de se développer. Mais il faut être donc sur des projets extrêmement puissants en termes de développement. Sinon, il ne faut pas aller chercher des capitaux risqueurs. Donc, je retiens de votre propos que pour convaincre un capital risqueur, il faut manifestement beaucoup d'ambition. Oui. Hein ? C'est-à-dire qu'il faut des business plans ambitieux, ce qui n'est pas le cas pour la banque. On verra l'inverse tout à l'heure, pour rassurer. Il faut montrer les ruptures, le caractère disruptif du projet qui peut faire une valeur ajoutée par rapport au marché. Il faut convaincre sur sa légitimité de porteur de projet, pas un individu, mais une équipe en règle générale dans les entreprises innovantes, une équipe, mais avec un leader, c'est souhaitable, parce que on sait d'expérience en tant que financier que plus on a d'associés dans une entreprise et plus les risques d'échec sont importants par les difficultés à s'entendre. On aime bien un leader majoritaire, fort, légitime, porteur d'une vision de marché, d'un caractère de rupture permettant justement d'aller vite dans la création de valeur, et ambitieux territorialement, si possible, un projet duplicable largement en dehors du territoire français, si on veut pouvoir créer de la plus-value à terme pour nos investisseurs. Et pour nous résumer, 100 projets présentés au capital risque en amorçage, 1 à 2% de succès de financement, et 1 sur 10 qui sera la success story parmi ces 10 élus retenus pour du financement. Donc on voit que c'est très difficile. Quel délai pour convaincre des capitaux risqueurs, et je ne parle pas de business angel, entre les premiers contacts, les business plans, les validations diverses et variées, pour libérer des fonds? Minimum 6-8 mois. Minimum 6-8 mois en étant correctement préparé et en ayant une documentation adaptée. Lié à la phase d'amorçage, de lancement, quels sont les types de produits qu'utilisent les capitaux risqueurs? Capital, obligations convertibles, compte courant, c'est quoi? Alors, principalement de l'equity, donc du capital. Certains, ils mixent un petit peu d'obligations convertibles. C'est une façon de mettre un compromis sur la valorisation. C'est quoi une obligation convertible? Une obligation convertible, ce sont des quasi-fonds propres, donc il n'y a pas de souci, ça augmente bien le haut de bilan de l'entreprise. Mais ce n'est pas du capital, c'est donc une somme sur laquelle il y aura un intérêt à payer tous les ans, qui s'appelle le coupon, et qui sont en général des outils qui sont sur 5 ou 6 ans, et au bout de 5 ou 6 ans, l'investisseur qui a posé l'obligation convertible aura la possibilité de la convertir ou pas. En général, c'est à la main de l'investisseur. C'est-à-dire que si on convertit, on devient actionnaire. Tout à fait. Il n'y a pas de remboursement de cette obligation. Et sinon, on est remboursé. Avec une prime. Avec une prime de non-conversion qui fait que globalement, dans la catégorie capital risque, coupon plus prime de non-conversion, on est sur des outils qui coûtent 12 à 15% par an. Voilà. Donc on a vu tout à l'heure que l'avance remboursable, c'est 0%. Les subventions, c'est cadeau. On avait ensuite le prêt d'amorçage qui tourne autour de 5%. On voit ensuite un rendement des obligations convertibles dans le domaine du capital risque, amorçage, lancement, entre 12 et 15%. Et le rendement attendu par nos investisseurs en capital, alors, c'est quoi? En capital, minimum 25-30% de rendement par an. Minimum. Voilà, c'était le minimum. Et oui, parce qu'il faut combler finalement tous les autres dossiers qui n'ont pas abouti, sur lesquels un capital risque n'a aucune garantie.
En tout cas, pas de caution, pas de nantissement de fonds de commerce. Voilà. Ouais. On se trouve démunis, même s'il y a pour beaucoup de sociétés de capital risque une garantie publique de BPI en dernier rang pour permettre justement à ces fonds de prendre plus de risques en réalité. Très bien, Véronique, merci pour ces premiers éclaircissements. Mesdames les banquières, et pour la partie création d'entreprise, on a vu que c'était Madame Kemener qui souhaitait prendre un petit peu la parole sur ce sujet. Le CMB, que peut-il, en tant que banque, pour accompagner des entreprises dans ces phases de lancement? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Bonjour à tous. Donc, Crédit Mutuel de Bretagne, groupe Arkea, on accompagne les entreprises à tout moment de la vie à travers 2 structures. Donc les pôles entreprises, pôles professionnels et patrimoine, et puis les agences entreprises. Donc Anne gère effectivement l'agence entreprise de Rennes. Ce sont pour les entreprises qui font entre 2 et 10 millions de chiffre d'affaires. Crédit Mutuel de Bretagne, par les pôles, on accompagne les entreprises tout au long de la vie, comme je le disais, pour les entreprises qui font de 0 à 2 millions de chiffre d'affaires. Arkea, parce que c'est important effectivement d'avoir cette dimension-là au niveau d'une banque, on a le CMB qui est la banque de détail, donc qui a vraiment une analyse risque spécifique et qui n'est pas la même qu'effectivement les capital risqueurs. Et on a aussi le groupe Arkea derrière, qui est une banque qui a mis le digital au cœur de sa stratégie, face aussi au développement économique, vous en parliez en introduction, et puis l'apparition des fintech et des assurtech. Il a fallu aussi que nous, on réagisse et que l'on travaille sur un développement et une évolution de notre banque de détail. Donc voilà notre périmètre d'action. L'innovation, on accompagne les entreprises innovantes depuis des années, les startups depuis qu'elles sont là. On a mis un focus un peu plus important depuis 2016 avec une organisation spécifique, des référents. On a formé aussi pour pouvoir parler avec les startups, avec comprendre tous les termes que vous utilisez. J'entends bien, mais concrètement, vous prêtez des prêts moyen terme ou financement court terme aux entreprises en création à partir de quand? En innovation? Alors, c'est pour ça que c'était important effectivement d'avoir quand même le focus au niveau de l'innovation. Et nous, quand on rencontre un porteur de projet qui nous dit « moi, je crée une start-up », on va lui poser 2 questions. La première question, c'est « êtes-vous accompagné ?» Qui vous accompagne dans le projet? On a vu l'importance aussi de tout l'écosystème qui existe aujourd'hui autour des entreprises innovantes. Et pour nous, la définition d'une entreprise innovante au Crédit Mutuel de Bretagne, c'est une entreprise en fait qui est coachée, accompagnée par un tiers de confiance. Un tiers de confiance, ça peut être un incubateur, un pôle de compétitivité, une technopole. L'important, c'est qu'effectivement, les startups développent soit des solutions, soit de la recherche et développement, c'est du très technique. Nous, on a besoin de comprendre ce qu'on finance, et en accompagnant effectivement et en travaillant au quotidien avec BPI, avec Rennes Atalante, les différentes structures qui existent sur l'écosystème du digital en Bretagne, on peut aussi avancer et mieux comprendre ce que l'on va financer. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième question, c'est à quel stade vous en êtes dans votre entreprise? On a validé en fait 5 phases sur le développement d'une entreprise innovante. La naissance, donc la création de l'entreprise, le dépôt du capital, la recherche et développement, la faisabilité, et c'est là où on a ces 3 premières phases et on va passer ensuite au lancement commercial et ensuite au développement. Quand on parlait tout à l'heure effectivement d'une banque de détail, en analyse de risque, pour tout dossier, nous ce qu'on va regarder, c'est si l'entreprise a la capacité à dégager du chiffre d'affaires, potentiellement, donc générer de la rentabilité, et donc rembourser un prêt bancaire. Ce qui veut dire qu'en phase de création, pendant ces 3 premières phases, qui peuvent être plus ou moins longues selon ce qui est développé, si c'est une solution, si c'est une offre, si c'est un produit, et pendant ces 3 phases, ça sera pas du financement bancaire classique. Pour la raison que je vous expliquais, c'est qu'effectivement, pendant ces 3 phases-là, il n'y a pas de lancement commercial, il n'y a pas de possibilité de générer un premier chiffre d'affaires.
donc pas de rentabilité, pas de dégagement, effectivement, ce qu'on appelle l'EBE, excédent brut d'exploitation, ou la CAF, pour pouvoir rembourser une dette bancaire. Donc ça, c'est pour la partie dette bancaire. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur les prêts d'honneur et les réseaux qui accordent des prêts aux dirigeants, créateurs, pour conforter leurs fonds propres? Le prêt d'honneur, c'est un prêt. Comment ça fonctionne? Alors, c'est pour ça que c'est important de raisonner effectivement, que ce soit Crédit Mutuel de Bretagne via le groupe Arkea, mais les autres établissements bancaires, on accompagne effectivement en financement bancaire, donc on l'a bien compris, dès l'instant où il y a un premier chiffre d'affaires de réaliser. Et toute la phase d'avant, on va accompagner de façon indirecte. C'est-à-dire qu'effectivement, on va abonder à un certain nombre de fonds. Donc, on parlait de fonds d'amorçage. Donc, Arkea abonde aux fonds phares. Et puis, on va aussi abonder sur des prêts d'honneur. Donc, c'est un investissement, un accompagnement qui est indirect. Au niveau création, nous, on en a parlé un petit peu, mais je pense que c'est important de revenir parce que c'est un des points qu'on regarde aussi, c'est l'apport personnel. C'est quelle est la capacité au porteur de projet de prendre du risque dans son projet. Est-ce qu'il y croit? Est-ce qu'il a préparé aussi ce lancement de projet? Est-ce qu'il est structuré? Donc, apport personnel vraiment de la part d'un ou des associés. On parlait tout à l'heure de la love money. C'est déjà aussi, est-ce que dans son entourage, le porteur de projet a échangé et un peu challengé, présenter son projet, et si déjà dans son entourage, il arrive à faire ressortir et à donner envie à ces personnes-là de l'accompagner, ça c'est effectivement du plus. Les prêts d'honneur accompagnent effectivement donc la personne, c'est un prêt qui est réalisé au porteur de projet, pas à l'entreprise, permettent effectivement de gonfler. Alors c'est pas du capital social, c'est des fonds propres. Donc là on parlait de financement, on est sur vraiment du financement non dilutif, puisque vous restez maître du capital de votre entreprise et donc du niveau de décision. Donc des prêts d'honneur, il en existe pour la création. Récemment. Vous pouvez citer des noms d'associations sur Rennes qu'il faut rencontrer. On a Initiative, voilà, Rennes Initiative, en fait, donc les plateformes Initiative Bretagne, et Rennes Initiative vient de lancer effectivement un comité pour regarder des dossiers au niveau innovation. Donc ça, c'est nouveau. Alors, on reste sur des prêts d'honneur avec des montants qui sont moindres que tous les montants dont on a parlé jusqu'à présent, mais ça permet aussi d'être là. On peut être sur Initiative Rennes. La moyenne des prêts d'honneur qu'ils ont délivrés, donc c'est par porteur de projet, c'est-à-dire qu'on peut être 3 associés, ça peut être 3 fois 5 000 euros. Combien? 5 000 euros. 5 000 euros. Il existe Réseau Entreprendre également? Tout à fait. Qui peut aller jusqu'à combien? Alors, Réseau Entreprendre peut aller jusqu'à 20 000 ou 50 000 euros, effectivement, selon la typologie. Par porteur de projet, ça veut dire que si on est 2-3 associés, on va multiplier ces 5 000 ou 20 000 potentiellement. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, les prêts d'honneur, pas de garantie, taux d'intérêt soit très faible, soit pas de taux d'intérêt. Ces prêts d'honneur sont sur des durées qui vont de 3 à 5 ans en matière de durée de remboursement, avec bien souvent des petits différés de l'ordre de 6 mois, lorsqu'ils existent. Et ces prêts d'honneur sont faits donc, pour nous résumer, à la personne physique, au porteur de projet, vraiment au tout démarrage, pour lui permettre, en apport en compte courant ou en capital, de compléter son apport personnel. Il est recommandable, souhaitable, pour ce porteur de projet, de faire le tour des gens qui le connaissent, dans le milieu professionnel, des clients potentiels, des fournisseurs, des partenaires, la famille, pour conforter son fonds propre, ses fonds propres, son apport personnel. Cette base est à la fois une démonstration de fonds propres et d'apport personnel. Cette base est une démonstration qu'on est capable de convaincre. On n'est pas tout seul. C'est pour moi un élément fondateur, ce qu'on appelle ce premier cercle convaincu de la pertinence du projet, de la qualité de l'individu qui porte le projet. Ensuite, on peut aller voir, et en parallèle, aller voir BPI pour se faire conforter très vite sur la validité tant du projet technique que marché, la façon dont on envisage les choses. Si on arrive à vous convaincre, vous allez pouvoir donc accorder quelques subventions dès que l'entreprise est créée. De ces subventions, des fonds propres qu'on a amenés, on va pouvoir compléter par des financements de la R&D, par exemple, des embauches, des phases de commercialisation par des avances remboursables, des prêts à taux zéro, toujours sans garantie. Et puis ensuite, si on a besoin de lever des fonds, haut de bilan, de discuter avec des gens comme Go Capital, FAIR ou d'autres au niveau régional, on sait que ça va être long et difficile. Vous allez pouvoir intervenir, pour nous résumer, avec un prêt d'amorçage.
compris entre 50 et 300 000 maximum, permettant d'avoir du temps, de donner du temps au temps, et ce prêt d'amorçage toujours sans garantie, un taux autour de 5%, un différé de 3 ans, et là pour donner du temps à convaincre ces intervenants de haut de bilan, qui vont pouvoir mettre selon leur nature, et ça peut être des business angels, 50, 100 000, ou ça peut être des fonds de capital risque, à partir de 200, 300 000, voire plus, eh bien ça peut prendre 6 mois, 1 an pour les convaincre, pendant lequel on consomme du cash, on est en danger si effectivement on a sous-capitalisé, sous-estimé les besoins financiers de l'entreprise. Donc la recommandation qu'on peut faire, c'est pas petit bras, scénario objectivé, mais forcément un scénario repli qui est étudié, la mise en évidence des marges de manœuvre, de trésorerie, de scénario de repli dont bénéficie l'entreprise pour passer en fait une problématique de temps nécessaire plus long que prévu. Très souvent, les projets qu'on peut regarder qui nous semblent pertinents ont de fortes chances d'aboutir si on a de bons porteurs de projets, mais c'est toujours plus long, plus coûteux que ce qu'on imagine. Et donc, la difficulté, c'est de conserver de la trésorerie, puisqu'on meurt d'un problème de trésorerie dans une entreprise. Le dépôt de bilan, c'est quand on est en cessation de paiement et qu'on n'a plus de trésorerie, eh bien, il faut du cash, plus qu'on imaginait, au moins en moyenne 30 à 40% de plus que ce qu'on imagine, pour permettre d'arriver à cette phase qu'on va maintenant aborder, qui est celle du développement de l'entreprise, qui peut prendre en règle générale 2, 3, 4 ans. On a des produits, on a les premiers clients, on a une équipe, on a repositionné la vision stratégique du projet, on a des choses à exprimer le plus clairement possible. Et là, on passe donc dans cette phase d'accélération du développement, qui n'est pas toujours possible et facile à faire. Comment on s'y prend? De quoi avons-nous besoin? Quels sont vos conseils, Frédéric, sur cette phase de financement du développement? On a un produit justement qui est un peu entre les deux, donc ça tombe bien. Juste un rappel, parce que c'est vrai qu'on fait une description très linéaire finalement de la vie de l'entreprise et de sa croissance. La levée de fonds n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que ce qu'il faut aussi rappeler à un moment, c'est que on le voit de temps en temps, il y a des projets, des porteurs de projets qui vont chercher à lever des fonds. C'est pas forcément fondamentalement nécessaire pour tous les projets. C'est-à-dire qu'il y a aussi la question, effectivement, comme vous venez de le dire, de toujours s'interroger sur le besoin par rapport au projet, finalement. Et quelle est la nature des ressources qu'on peut mettre en face. Et les fonds propres sont fondamentalement un moyen d'arriver sur des projets capitalistiques à être en mesure d'arriver à ces fins, mais c'est pas fondamentalement et obligatoirement un passage. Par contre, effectivement, la constitution du capital de départ, là, c'est une question qui est fondamentale et systématique à se poser. Donc voilà, c'était juste un petit ajout. Sur cette phase, passage du risque au développement, vous l'avez compris en fait, dans l'idée, c'est vous avez commencé à commercialiser, ça y est, le marché répond et vous avez des clients, ce qui est quand même une bonne nouvelle. C'est là aussi pas forcément un moment où l'entreprise pour autant atteint un seuil de rentabilité et arrive finalement à vivre de ses ressources. Donc on a justement dans cette phase-là la capacité aussi à vous accompagner. Alors, je rebondis un peu par rapport à ce que je viens de dire, mais sur la recherche d'une deuxième ou troisième levée de fonds. C'est-à-dire que, encore une fois, ce n'est pas obligatoire sur tous les projets, mais on s'est bien rendu compte que soit pour des raisons liées au marché, il faut aller vite pour être un peu la prime au premier sur le marché, soit parce qu'il y a des besoins d'investissement industriel, il y a besoin d'une deuxième, troisième levée de fonds par rapport à un projet. Tout ça est phasé par rapport justement à l'accroche du marché. Donc là, on est vraiment, encore une fois, sur une entreprise qui a touché son marché, mais qui n'est pas encore dans un rythme de croisière. On a développé ce qu'on appelle le prêt d'amorçage investissement, qui est là pour le coup, en fait, à vocation à accompagner l'entreprise justement dans cette phase-là, c'est-à-dire atteinte du point mort, c'est-à-dire le moment où l'entreprise finalement arrive à dégager suffisamment de cash pour payer son cycle d'exploitation. Contrairement au premier prêt d'amorçage, celui-ci en fait ne vient pas en avance de phase par rapport à la levée de fonds, mais vient le compléter. Pourquoi on a fait ça? Simplement parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il y avait un trou dans la raquette, comme dit tout à l'heure, et que finalement, si vous vouliez lever 300 000 euros, 200, 300 000 euros, c'est quelque chose qu'on arrive à faire aujourd'hui, notamment grâce à la structuration des business angels. Il y a eu un bel effort en Bretagne sur ce sujet-là et qui permet effectivement d'avoir quelque chose de structuré au niveau des business angels.
Mais il y a finalement un trou, on va dire, alors qui est aussi comblé par d'autres éléments, mais on va dire entre 300 et 1 million d'euros, quoi. Au-dessus d'1 million d'euros, on peut trouver potentiellement des fonds parisiens, des fonds un peu plus importants, du pré-développement sur lesquels on arrive à trouver des choses, mais il y a quelque chose là qui manquait. Donc l'idée, c'est de pouvoir intervenir en se synchronisant finalement avec des investisseurs et d'intervenir 1 euro nous pour 2 euros d'investissement. Donc l'idée n'est pas de se substituer à la levée de fonds parce qu'on va intervenir en dette, donc il y a une notion de liquide par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais de venir compléter le besoin finalement par rapport à une question de dilution, parce que plus vous levez de fonds et plus vous êtes dilué. Et par rapport au fait que c'est pas forcément facile de boucler ce genre de levée de fonds. Donc l'idée, c'est de pouvoir intervenir jusqu'à 500 000 euros, donc sur des levées de fonds à minima d'1 million d'euros dans cette configuration-là, et on va dire en plancher sur des levées de fonds de 400, 500 000 euros. Donc nous, 200, 250 000 euros. Voilà. Autre petit complément sur cet élément-là, il y a notamment la région qui a une très belle initiative qui maintenant a quasiment 2 ans, qui s'appelle Braise Up, et qui a aussi vocation à venir compléter les interventions notamment des business angels en intervenant. Alors c'est un fonds, donc c'est à eux de décider s'ils interviennent ou pas auprès de l'entreprise, mais en 1 euro levé notamment par les business angels pour 1 euro eux. Donc c'est aussi un moyen de venir compléter ces besoins-là. Dans cette phase-là, à côté de la partie accompagnement finalement à la recherche de levée de fonds et à la levée de fonds, on a ce qu'on appelle le prêt à taux zéro. Donc c'est plutôt sur des entreprises qui vont avoir plus de 3 ans et qui a vocation en fait à intervenir là sur la phase projet d'innovation. Généralement, vous le verrez, vous avez une idée, vous développez votre innovation, il faudra parier que cette innovation, elle est plusieurs jalons. C'est-à-dire que concrètement, vous allez avoir une première version qui va être commercialisable de votre service ou votre produit, mais il y aura des améliorations, des choses à pousser un peu plus loin pour justement capitaliser finalement sur la valeur ajoutée, sur le côté différenciant de votre innovation. Donc on a la possibilité là aussi de vous accompagner sur ces phases-là, sur ce qu'on appelle le prêt à taux zéro qui vient compléter l'avance récupérable en simplifiant les choses, vu que là on est sur une avance, j'utilise trop l'avance de trésorerie, mais c'est un peu l'idée, c'est on vient finalement combler un besoin de BFR lié à l'innovation avec un prêt qui est versé en une fois, qui a généralement une durée de différée de 2 à 3 ans, là aussi en lien avec le projet, 5 ans de remboursement linéaire, mais qui est versé dès le départ du projet, donc sans justificatif de programme, ce genre de choses, donc qui est plus simple, qui par contre n'a pas l'avantage de l'avance récupérable d'être une caution solidaire, c'est-à-dire qu'elle est remboursable en tout état de cause. D'où l'intérêt de le mettre sur des entreprises qui commencent ou qui sont dans un rythme où il y a un premier produit qui amène finalement une CAF, une rentabilité pour l'entreprise. Dernier sujet, là on va dire sur des entreprises qui sont vraiment sur une phase de développement assumée et avérée, donc rentable, on est en capacité et la place bancaire commence à avoir généralement des solutions assez analogues de vous accompagner sur la commercialisation de l'innovation via ce qu'on appelle un prêt d'innovation qui là pour le coup a vocation à vraiment vous accompagner, vous financer toutes les dépenses immatérielles liées à votre commercialisation. Alors c'est quoi une dépense immatérielle? C'est tout ce qui n'est pas matériel, c'est-à-dire c'est pas les machines, c'est pas ce genre de choses. Ça va être les besoins d'embauche, les frais marketing, ce genre de choses. Tout ce qui n'a pas de valeur finalement de gage et qui historiquement était assez compliqué à financer pour les banquiers. Et là on est sur un prêt qui a 7 ans de durée avec 2 ans de différé. L'idée étant effectivement, encore une fois, de vous donner le cash de manière à aller sur le marché et finalement de commencer à rembourser au moment où normalement, si tout se passe bien, vous avez un retour intéressant par rapport au marché. Et on se rend compte que 1 à 2 ans de différé, c'est ce qu'il faut, parce que finalement, il y a toujours un effort qui coûte d'abord avant de rapporter un peu d'argent quand même. Alors, à la société. Frédéric, ce prêt zéro dont vous nous parlez est à taux zéro, il n'a pas de garantie, il est limité, plafonné au montant des fonds propres. Toujours, pour vos produits, pour le rappeler. Le prêt innovation qui vient compléter progressivement, on a parlé de subventions, on a parlé ensuite d'avances récupérables susceptibles d'être transformées en subventions si on n'arrive pas à commercialiser la R&D. On parle maintenant de prêts à taux zéro, qui ne sont pas transformables en subventions, même en cas d'échec, il faudra les rembourser, mais qui sont à taux zéro. Vous nous parlez ensuite, dans le dispositif BPI, de prêts d'innovation, qui sont des prêts participatifs, toujours sans garantie.
Oui. Indifféré, 7 ans, pas de caution personnelle évidemment sur tous ces sujets-là. Ce prêt innovation est toujours plafonné au fonds propre de l'entreprise. Alors, il peut être décloisonné. Très honnêtement, la question sera fondamentalement plus, et là on rentre vraiment dans des débats et des sujets qu'on va aussi voir avec le Crédit Mutuel sur des questions de CAF. C'est-à-dire que... Alors CAF, c'est quoi la CAF? La capacité d'autofinancement. Concrètement, c'est l'argent que vous avez arrivé à générer de manière à pouvoir rembourser notamment la dette bancaire. L'idée, c'est que cette CAF, on peut l'utiliser pour financer le cycle d'exploitation ou des investissements qu'engrange l'entreprise. Finalement, si vous allez chercher de la dette bancaire, c'est que cette CAF n'est pas suffisante et que vous voulez aller plus vite, plus loin, tout de suite. C'est le fondement finalement d'un prêt bancaire. C'est de pouvoir dépasser les ressources propres de l'entreprise à un instant pour pouvoir aller faire un investissement en vue d'un retour. Excuse-moi de vous couper. Oui. Le prêt innovation, vous nous dites, celui-ci pourrait ne pas être plafonné au montant des fonds propres de l'entreprise. On est passé, au moment où vous le mettez, à une phase de viabilité apparente, donc de rentabilité de l'entreprise, Tout à fait. qu'on n'a pas encore forcément en prêt à taux zéro. Et ce prêt d'innovation va être mis en cofinancement de mémoire. C'est-à-dire qu'il faut que les banques montrent qu'elles partagent le financement de l'entreprise en finançant par exemple du matériel. Alors, pas celui-ci. Pas le prêt d'innovation. Non, effectivement, on rentre après, au moment du prêt innovation, on rentre dans la gamme plus élargie des prêts de développement, qui sont des prêts effectivement que BPI propose depuis quelques années, qui touchent effectivement toutes les entreprises, pas que les entreprises innovantes. Et l'entièreté des autres prêts de développement ont une obligation de cofinancement. Encore une fois, BPI est une banque de place, donc a vocation à ne pas se substituer aux banques, mais finalement avoir un effet d'entraînement et d'accompagnement de la place bancaire. Sur pré-innovation, on n'a pas fait ce choix-là parce que concrètement, on se rend compte que c'est un moment encore où certaines entreprises ont du mal à aller chercher des fonds bancaires. On est encore une fois sur la commercialisation d'une innovation. Donc finalement, généralement, on a mis potentiellement un prêt d'amorçage, du dollar, enfin bon, on a un intérêt aussi très très serré avec l'entreprise pour que finalement, elle arrive à commercialiser ce qu'elle a développé. Et qu'elle vous rembourse les autres prêts qu'on lui avait fait avant. Et surtout, finalement, la différence fondamentale avec un prêt de développement classique, c'est que on a encore, c'est assez lié finalement à la vision innovation, la capacité à s'appuyer sur du prévisionnel. C'est-à-dire que on est effectivement sur une entreprise qui est rentable ou proche de la rentabilité, qui peut ne pas l'être, en lien notamment avec des charges d'exploitation, des embauches très clairement de commerciaux liées à un déploiement commercial. C'est un peu l'archétype de la start-up en hypercroissance, où on va embaucher 20-30 commerciaux pour pouvoir aller vite sur un marché. On n'est pas rentable à date, on sait qu'on le sera dans 1 ou 2 ans. Typiquement, ce genre d'entreprise peut bénéficier d'un prêt innovation. Là, on ne pourrait pas le faire en prêt développement classique. Je voudrais juste, pour être complet, je crois, sur votre dispositif, les dispositifs de financement d'entreprise que vous proposez, parler de 2 produits complémentaires, parce qu'on est dans une gamme où on sent bien qu'on monte d'une logique de subvention, 50 000, on monte dans les volumes. On monte dans les taux d'intérêt sur les prêts qui vont être consentis, puisque le prêt d'innovation, lui, génère un taux d'intérêt qui est de combien d'ailleurs? Alors il est variable, il est fonction de la cotation de Banque de France. Donc autant vous dire que beaucoup de startups n'ont pas de cotation Banque de France, vu qu'il faut faire 750 000 euros de mémoire de chiffre d'affaires pour être coté ou commencer à être coté. Donc on a un calcul d'équivalence en interne, mais concrètement, et la fourchette est assez large, on est autour de 1,50 sur des dossiers de très beau à beau, on va dire, et sur des cotations un peu plus dégradées, on passe sur du 3%, voire du 5%, sachant qu'on fait finalement peu de 5% et plutôt entre 1,5 et 3 voilà, sur ce prêt d'innovation, si on veut prêter, qu'on croit effectivement suffisamment au dossier. Exactement. Et ensuite, on va continuer de devoir avancer le dossier. Il est toujours innovant, c'est toujours une entreprise innovante qui se développe. Et là, vous avez donc d'autres gammes de produits que vous nous citiez très rapidement, qui sont les prêts de développement participatif, où vous serez cette fois-ci en cofinancement. Exactement. C'est-à-dire, c'est quoi le cofinancement et vous allez jusqu'où par rapport à ça? Alors jusqu'où Quel montant C'est très variable. Enfin sur vraiment cette partie de pré-développement, on peut aller jusqu'à 3 millions en tickets unitaires, c'est-à-dire sur un besoin de 6 millions. Donc là, on est sur
d'autres perspectives. On intervient systématiquement effectivement en cofinancement bancaire, c'est-à-dire que l'idée est de venir participer à un book bancaire ou en tout cas un besoin exprimé auprès de plusieurs banques. Voilà, très clairement, on pas a de cette garantie capacité-là. toujours sur ces prêts, 7 ans de durée, Tout à fait. 2 ans de différé. Exactement. Non dilutif au niveau du capital, évidemment, pour les porteurs de projets. On ne parle pas de capital risque. Des délais de réponse qui sont de quel ordre? Assez rapide, ça. parce que là, comme vous le comprenez peut-être, mais il faut toujours le préciser, c'est que autant en aide à l'innovation, on est dans l'obligation de pouvoir isoler et justifier avec le porteur de projet, l'entreprise, le fait qu'on est bien face à des dépenses qui sont liées à l'innovation. Ce qui demande finalement d'abord à exprimer clairement avec vous ce qu'est l'innovation du projet et pourquoi ces dépenses sont liées à un projet d'innovation. Sur une logique de prêt de développement, cette partie-là finalement disparaît. On a besoin de comprendre en quoi le financement, l'investissement que vous allez engranger est nécessaire à la vie de l'entreprise, comprendre ce qui s'est passé finalement ces derniers temps dans l'entreprise, mais toute la partie en fait un peu administrative de justification des dépenses prévisionnelles n'existe pas parce qu'on n'est plus sur un dispositif d'aide. Donc ça peut aller plus vite. Très bien. Donc des délais courts et des montants qui deviennent très conséquents. Tout à fait. La clé, c'est la démonstration quand même à ce stade-là d'une capacité de remboursement par la capacité d'autofinancement. Tout à fait. Merci Frédéric. Peut-être juste pour vous dire, c'est pas parce que, enfin, ça n'est pas linéaire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on arrive à ce niveau-là de vie d'entreprise qu'on n'est plus en capacité de vous accompagner en faisabilité, voire en avance récupérable. En fait, on fait vraiment du cas par cas par rapport au projet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur l'aide à l'innovation, on est finalement plutôt projet-centrique. Sur le financement, on est entreprise-centrique. Donc concrètement, la gamme de produits innovation, en fait, elle est plus liée à la nature du projet qu'à la maturité de l'entreprise. On a effectivement certains produits qui ne sont pas accessibles selon la maturité, mais concrètement, on peut quand même continuer à accompagner l'entreprise plus mature en aide à l'innovation. Très bien, merci. Véronique, je reviens sur cette problématique de fonds propres qui, dans la phase de développement de l'entreprise, pour un certain nombre d'entre elles, et ce n'est pas systématique, peut être une nécessité pour franchir un nouveau cap, parce qu'on a encore du développement de R&D, parce qu'on va attaquer l'export, parce qu'il faut structurer l'entreprise sur le plan commercial, embaucher, et que ça, les banques classiques, c'est pas forcément leur job, quoi, hein. Donc, si on veut renforcer les fonds propres à ce stade-là, quels sont les acteurs? Sont-ils plus nombreux? Sont-ils plus sympathiques? Quels sont les taux d'acceptation qu'on peut trouver? Quels sont les rendements attendus par les investisseurs? Alors, quels sont les acteurs déjà? Est-ce qu'ils sont plus nombreux? Alors, oui, ils sont plus nombreux, mais j'aurais tendance quand même à découper en deux la phase de développement, parce qu'il y a vraiment dans l'organisation des acteurs cette distinction. On a dit que la phase de développement, c'est quand on avait commencé à avoir des clients et à distribuer le produit. J'aurais tendance à dire avec quelle intensité. Parce que si on est dans cette phase de développement et qu'on pèse 200, 300, 400, 500 000 euros de chiffre d'affaires par an, ce qui est déjà bien, parce que ça veut dire qu'on vend, ou si on pèse 2 ou 3 millions de chiffre d'affaires, c'est pas du tout pareil. Donc, prenons le premier cas où on pèse pour l'instant que quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, donc on a commencé à vendre le produit, mais j'aurais tendance à dire qu'on n'a pas une parfaite maîtrise de la vitesse de développement de notre modèle. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a des clients, on a un marché, mais à quelle vitesse on va être capable de l'accélérer, on a encore un grand point d'interrogation là-dessus. Et donc, c'est la phase que moi j'estime assez dangereuse. C'est pour ça que si la société a fait déjà un premier tour en amorçage, donc sur le cran d'avant, il ne faut pas hésiter à rentrer à un niveau de financement plus important pour pouvoir passer justement cette première phase où on fait quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, que moi j'appelle un peu la traversée du désert. Parce que on fait du chiffre d'affaires, donc on n'est plus éligible aux fameux FNA, qui n'investissent que dans des boîtes qui ne font quasiment pas de chiffre d'affaires, mais on n'en fait pas encore assez pour intéresser réellement la deuxième famille des capitaux risqueurs, qui sont les capitaux risqueurs de late stage, comme on dit dans la profession, donc les gens qui attendent que la start-up soit dérisquée, pas complètement, mais qu'elle ait quand même passé un certain nombre d'étapes, et qui sont là prêts à mettre des sommes très importantes. Combien?
Alors, là, on parle de plusieurs millions et des fois plusieurs dizaines de millions. Donc, ils sont capables de mobiliser des gros moyens, mais qui ne vont le faire que sur une boîte qui est quand même déjà bien stabilisée dans son modèle de développement et qui a besoin de carburant pour aller plus vite. Et donc qui n'est pas capable d'être rentable pour l'instant. C'est combien de projets à l'échelle nationale par an qui bénéficient de ce type d'intervenants en fonds propres à peu près? Si on prend un petit peu les chiffres de 2017 qui sont tombés, il y a eu 2 milliards d'investis en capital risque l'année dernière, ce qui est quand même une somme assez importante. Mais sur ces 2 milliards, il y a une dizaine de projets comme Oudrive, Vestiaire Collectif, qui ont fait des levées entre 40 et 60 millions d'euros. Donc une dizaine de projets qui ont capté quasiment 40% de cette tranche des 2 milliards. Dans les stats qui donnent, c'est donc 450 projets qui ont été financés sur ces 2 milliards. Donc derrière les 10 premiers qui ont mangé 40% de la poche, on retrouve une poignée d'une centaine de projets qui ont été aux alentours des 5 millions. Et tout le reste navigue entre quelques centaines de milliers d'euros et 2 millions. Très bien. Voilà. C'est plutôt parisien? Les fonds qui interviennent sur des tours importants, oui, sont nationaux, donc situés à Paris. Alors, si vous avez embarqué un FNA en amorçage, le FNA a la capacité de vous suivre quand même jusqu'à 2 millions, 2,5 millions. Donc, en deuxième tour. Voilà. Donc, il va éventuellement syndiquer d'autres fonds. Donc, le fait d'avoir un FNA à bord aide à passer les phases suivantes. Concrètement, dans votre cabinet, vous accompagnez comment? Quelle est votre valeur ajoutée pour faire ces levées de fonds? Alors, notre valeur ajoutée, elle est sur en gros, une levée de fonds à 3 phases. La préparation de l'entreprise, l'approche des fonds et la négociation. Donc, sur la phase amont, qui est la préparation, il y a quand même un gros boulot pour aider les entrepreneurs à comprendre la façon dont on parle avec ces populations-là. Et donc, travailler avec l'entrepreneur au niveau des documentations, au niveau même de certains réglages dans l'entreprise. On est amené des fois à aider l'entrepreneur à résoudre ou au moins à se poser un certain nombre de questions pour être en capacité de réunir le maximum de critères qui vont le rendre éligible, du moins cocher déjà les bonnes cases en amont. La deuxième phase, est en capacité de cibler les bons fonds. Aujourd'hui, là, en France, il y a à peu près, si on recense il y a plus de 80 fonds qui interviennent largement sur ces populations donc de capital risque, avec à l'intérieur des fonds des équipes qui sont certains directeurs de participation sont plus friands de logiciels ou d'autres de medtech. Donc l'idée sur cette deuxième phase de l'approche des fonds est de sélectionner les bons fonds et les bons interlocuteurs auprès de cette population. Et d'animer ce que moi j'appelle un roadshow. Hein. Quand vous démarchez des fonds, ça s'apparente en fin de compte une démarche commerciale d'un roadshow. Il faut être capable donc de leur parler correctement, les animer. La population des capitaux risqueurs doit répondre à une question qui est sa motivation et sa volonté en fin de compte d'investir. Un capital risqueur ne travaille pas avec une machine à calculer. Même s'il va regarder un petit peu les projections, le business model, il doit d'abord se faire une conviction. Donc pour l'amener, après un premier rendez-vous, à aller jusqu'au comité pour défendre votre dossier, il faut entretenir cette conviction. Et donc lui amener des bonnes nouvelles sur les réalisations qui ont été faites pendant la période où on discute avec lui. Donc c'est toute une stratégie. Vous accompagnez dans la mise en forme du business plan, je suppose? Oui, bien sûr, aussi. Alors le business plan est un élément important, mais n'est que la traduction de l'histoire de la start-up. Donc bien sûr qu'il faut le faire, mais un business plan n'est que la traduction d'une histoire. Donc on accompagne sur cette phase-là et sur la dernière phase, qui est une fois qu'on a les offres, les négocier et aller jusqu'au closing. Le closing d'une opération, c'est l'AG qui constate l'augmentation de capital. Point très important quand on discute avec des capitaux risqueurs, des investisseurs, qu'ils soient business angel ou capitaux risqueurs privés, c'est quand même la notion de pacte d'actionnaires. Ouais. Hein, on discute de la valeur d'entrée, on discute des problématiques de sortie, comment on sort, quand, est-ce qu'on entre en capital, obligation convertible ou d'autres formes, puisqu'il y a d'autres produits. Mais est-ce que vous pouvez mettre un petit peu nous expliquer, mettre en garde les chefs d'entreprise des contraintes ou des risques associés à une levée de fonds
Comment ne pas être mis dehors de sa propre entreprise? Qu'est-ce que c'est que des bons de souscription d'actions? Comment ne pas être vendu à un horizon trop court parce que l'horizon de sortie était très court, 3-4 ans, et qu'on n'a pas encore atteint nos objectifs? Comment sécuriser une levée de fonds? Alors, effectivement, tout le pacte d'actionnaires est là pour organiser tous ces points. Moi, j'aurais tendance à dire quand même qu'à partir du moment où on fait appel à des capitaux risqueurs, il faut comprendre comment ils fonctionnent. Ce sont des gens qui rentrent pour sortir dans un délai donné en faisant des multiples. Ça s'appelle les règles du jeu. Si on n'adhère pas à ça, il ne faut pas leur parler. C'est un premier point. Deuxième point, les capitaux risqueurs investissent dans un projet parce qu'ils y croient, mais qui est un projet qui est porté par une équipe. Et la dimension de l'équipe est clé. À la limite, un projet magnifique d'un point de vue produit-marché, mais qui ne convainc pas par son équipe, ne sera pas retenu par un investisseur. Donc, pour l'investisseur, l'équipe est vraiment fondamentale. Donc, il va vouloir que l'équipe soit à 200% dédiée à ce projet-là. Et toute défaillance de l'équipe non accidentelle, on va dire, ou voilà, abandon du navire en cours de route, sera extrêmement pénalisée dans le pacte d'actionnaires. Et pareil, c'est la règle du jeu. Donc, il ne faut pas en avoir peur. En gros, cette population-là a des règles de fonctionnement. Il faut y adhérer, sinon, faut pas aller les voir. Il faut faire attention à un certain nombre de choses. C'est des gens qui veulent, bien évidemment, être au courant de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, le pacte va donner un certain cadre à la gouvernance. Mais la chose dont ils ont le plus peur, c'est de devoir prendre les rênes. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, ce n'est pas des gens qui sont là pour gérer ou développer l'entreprise à la place du dirigeant. Au contraire, c'est la pire des choses qui puissent leur arriver. Donc, ils veulent être au courant des éléments clés de vie de l'entreprise, mais surtout pas la gérer. La durée d'investissement qu'ils souhaitent, donc l'horizon de sortie, c'est quoi? Alors, en fonction de la nature des fonds, ils sont plus ou moins patients. Donc, c'est un des éléments aussi appréciés quand vous leur parlez. Mais pareil, si vous parlez à un fonds qui a une durée de vie et donc un horizon de liquidité à 4-5 ans, il faut partir du principe qu'il faudra accepter d'avoir une liquidité à organiser sous 4-5 ans. C'est-à-dire l'entreprise sera mise en vente si on n'arrive pas à les sortir par une levée de fonds? Oui, alors là-dessus, moi je reste relativement... une start-up même qui se développe au bout de 4-5 ans, jamais un fonds d'investissement n'est en capacité de le vendre sans que les dirigeants le souhaitent réellement, quoi. Donc ça se passe concrètement? Alors, concrètement, il y a des points il y a des dates, un calendrier qui est arrêté sur des points d'échange et de rencontres. Quand tout se passe bien, tout le monde est d'accord pour pouvoir organiser une opération de liquidité qui va être d'approcher éventuellement des industriels pour vendre la boîte, hein, si c'est la volonté et la meilleure des solutions, ou qui peut être tout simplement une opération de capital développement réellement de LBO, où les dirigeants vont aller chercher de l'argent dans une autre catégorie de fonds et auprès des banques pour pouvoir racheter les investisseurs qui sont rentrés il y a 4-5 ans. Merci. Puisqu'on vient de parler des banques, je passe la parole à Anne Levenez, donc qui est responsable d'agence entreprise sur Rennes au Crédit Mutuel Arkea. Anne, on en parle de développement. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est banquier au CMB pour accompagner le financement des besoins d'une entreprise? Et comment vous convaincre? Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, la banque, la dette bancaire va pouvoir intervenir quand, on va dire, la faisabilité technique du projet a été validée, qu'il y a eu une constitution d'un apport ou alors une première levée de fonds et il y a eu une faisabilité financière prévisionnelle. Donc il est à ce moment-là temps d'aller solliciter les banques. Et la première chose, comment nous convaincre, la première chose, j'ai envie de dire, qui va être important pour nous, c'est l'homme. C'est-à-dire, le porteur du projet ou alors le dirigeant de l'entreprise doit être en mesure de convaincre et surtout d'être très pédagogue vis-à-vis du banquier. On est sur des activités innovantes. Donc il va falloir, il y a une certaine incertitude, et c'est vrai que le banquier, il n'aime pas forcément l'incertitude. Donc pour adhérer au projet, il a besoin de comprendre. Donc il faut absolument que le chef d'entreprise
qui a constitué un business plan, s'approprie son business plan et puisse répondre à, parce qu'il va être, on va effectivement avoir un certain nombre de questions, et il faut que le chef d'entreprise soit en mesure de répondre à l'ensemble de ces questions-là. Ce qui est important, c'est que la personne que vous allez avoir en face de vous, au niveau de la banque, c'est la personne derrière. Il faut bien vous dire que ça va être un allié pour vous, parce que c'est la personne qui va après défendre et soutenir votre projet. Il va avoir un certain nombre, on va dire, de comités de validation avec des gens que vous n'allez pas rencontrer. Donc c'est là, on va dire, l'interlocuteur quotidien que vous avez qui va être le représentant après de votre projet. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus, c'est qu'il faut créer alors c'est un mot qui est parfois très galvaudé, mais un partenariat, mais vraiment de se faire confiance. Voilà. Et toute cette relation de communication. Moi, je sais que je rencontre régulièrement des porteurs de projets. On n'intervient pas forcément tout de suite et on a expliqué pourquoi, mais voilà, il est venu nous voir. Déjà, vous avez besoin d'une banque, même si on n'intervient pas en dette, vous avez besoin d'une banque pour vos premières opérations. Donc, c'est vraiment une pédagogie, nous, pour vous expliquer pourquoi on ne va pas intervenir, mais vous également pour nous tenir au courant. Alors, et pour pouvoir mobiliser. Mais c'est important, je vais y venir après. Mais c'est vraiment important parce que on disait tout à l'heure, vous le disiez tout à l'heure, ah mais c'est dur, il y a peu d'élus, mais il faut aussi comprendre pourquoi et quelles sont les attentes, quelles sont les contraintes, on va dire, de chacun de nous. Donc voilà, on va dire une relation et un partenariat et une communication régulière. Très bien connaître son dossier pour être en capacité de convaincre parce qu'on répond à toutes vos questions. Exactement. Moi, je voudrais vous poser 2-3 questions complémentaires parce qu'on me dit que le temps est fini, donc il faut qu'on soit très court. D'accord. J'ai plein de questions encore à vous poser, donc on va prendre 2-3 minutes. Ça coûte combien un prêt parce qu'on a dit que prêt à taux zéro, capital risque. Alors au niveau le prêt bancaire. Voilà, au niveau de l'intervention des banques, on pourra intervenir effectivement sur du financement. Par exemple, vous parliez tout à l'heure du financement du matériel. Moi, je vous conseille de privilégier plutôt les financements de type de location financière ou crédit bail, qui permet effectivement de ne pas alourdir la structure financière et de permettre une optimisation de l'allocation des fonds propres. Pour tout ce qui est immatériel, on va pouvoir intervenir également. Quelle durée, quel taux? Alors, fourchette. Si en parlant de l'immatériel, si on parle du besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire parlons du matériel. Alors, au niveau de l'immatériel, par exemple, sur tout ce qui est R&D, financement de la R&D, on va pouvoir financer sous forme de prêt moyen terme sur des durées qui vont aller de 4 à 5 ans. Oui. On a un prêt innovation, effectivement, au niveau du Crédit Mutuel de Bretagne. Le taux, on va être aux alentours de 1,80 ou 2 en fonction de la cotation du dossier. Les garanties? Là-dessus, on va intervenir en cofinancement sur des dossiers de financement. Cofinancement, et on va intervenir avec la contre-garantie de la BPI. Derrière, la BPI demande effectivement qu'il y ait une seconde garantie. Donc, lorsqu'on est en création, en première phase, on va demander effectivement l'engagement du dirigeant. Caution personnelle. Caution personnelle. Lorsqu'on va être en période de développement, on va partir peut-être sur des financements, des nantissements. Tout dépend de ce qui. Elle n'est pas obligatoire, cette caution personnelle. Elle n'est pas obligatoire, mais elle permet de crédibiliser le projet, ce qu'on disait tout à l'heure, de montrer l'engagement du dirigeant. Et cette caution, s'il y a BPI, est limitée à 50%, je crois, du montant du prêt. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et elle ne concerne pas, si elle est mise en jeu, la résidence principale de l'emprunteur. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, moi, je voulais juste faire un ajout par rapport, effectivement, on parle de dette bancaire, mais dette moyen terme, mais on peut intervenir, et c'est pour ça qu'au niveau du besoin en fonds de roulement, à partir du moment où il y a du chiffre d'affaires, on va pouvoir commencer, on va dire, à financer sous forme de court terme. Oui.
Le court terme, vous allez avoir effectivement les solutions d'affacturage qui permettent de assurer, on va dire, le développement de l'activité, assurer contre les risques d'impayés. On sait très bien que lorsqu'on est en phase de développement, si ça démarre très fort, très vite il y a du BFR qui se crée parce qu'il y a une forte activité. Un délai de paiement client qui génère un besoin de trésorerie. Exactement. Donc l'affacturage va pouvoir effectivement dégager du temps commercial aux dirigeants parce qu'il va sous-traiter, enfin donner en gestion son poste client à cette société-là, qui va lui assurer, on va dire, ses risques d'impayés. Et ça permet également de diminuer, de remplacer des charges fixes par des charges variables. Éviter d'avoir, par exemple, des charges fixes en gestion de personnel, des choses comme ça, et le mettre sous forme de charges variables, des conditions d'affacturage. Dernière question, Anne, parce qu'on va passer... La dernière. Hein. Oui, ouais, on va passer après avec les questions de la salle. Est-ce que vous conseillez dans ces phases de développement où on va recourir aux prêts bancaires, à nos porteurs de projets, dirigeants d'entreprise, avoir plusieurs banques, ou est-ce que vous préférez tout seul? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque nous, on va intervenir en cofinancement. Et moi, je sais que j'ai des dossiers qui peuvent aller de 70 000 euros à 1 ou 2 millions d'euros. Mais systématiquement, quel que soit le montant, on va intervenir en cofinancement. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les startups vont avoir des recours à la dette. Enfin, des fonds, des forts besoins de capitaux. Donc il faut préférer partager qu'être tout seul. Oui, parce qu'à un moment donné, on va gérer, nous, nos encours. Je veux dire, voilà, on va regarder les encours et on va dire, on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc, forcément, la capacité de lever des fonds va être plus importante quand il y a plusieurs établissements. Absolument. Bancaires. Merci, Anne. Merci à tous. Et merci, oui, beaucoup. Le sujet est vaste. Mais j'aimerais qu'on puisse se laisser un petit temps de parole pour répondre aux questions de la salle et aux questions de Saint-Malo. Voilà, alors qui... Alors là-haut. Donc, bonjour à tous et merci pour votre information qui est effectivement très précise et qui nous donne une vue très claire. On a bien vu que les différentes levées de fonds nécessitent du temps et aussi beaucoup de préparation. Est-ce que vous pourriez évaluer le coût qu'il faut provisionner parce que en accompagnement divers et variés, et puis il y a aussi cette notion de temps. J'imagine que lever 1 million d'euros, ça nécessite de provisionner un petit peu d'argent en avance, qu'il faut bien avoir en tête. Véronique va vous répondre. Oui, effectivement, il y a des coûts inhérents à une levée de fonds. Donc, il y a des coûts incontournables qui sont les coûts, en fin de compte, commissariat aux comptes, avocats. Et là, quel que soit le montant levé, le minimum pour pouvoir structurer une levée de fonds en termes d'intervenants techniques entre avocats et commissariat aux comptes, on va facilement tourner à 20-30 000 euros tout de suite. Et plus le tour va être important et éventuellement complexe dans sa structuration, plus on va tendre vers 60 à 80 000 euros. Surtout que le fonds d'investissement qui va intervenir va mandater des auditeurs pour venir auditer la boîte d'un point de vue social, juridique, comptable et éventuellement technique. Et que le coût de ces audits vous sera répercuté. Et donc en fonction de la jeunesse ou de la boîte, il y a plus ou moins de choses à auditer, mais même une start-up va rapidement se retrouver avec 15 000 euros d'audit à financer. Donc, et concernant vos honoraires, alors les honoraires d'un intervenant, d'un leveur de fonds sont des honoraires au variable, puisque un leveur de fonds se paye au succès et va vous prendre entre 5 et 7% du montant levé. Payé au moment du closing. Question suivante. Question à Saint-Malo. Bonjour, donc Sylvain Coquer, Natalon. Une petite question. On assiste depuis les 3 dernières années en Bretagne, et en particulier sur Rennes, le département 35, à une flambée des levées de fonds. Puisqu'il y a encore quelques temps, en 2015, on était à une quinzaine de millions d'euros. On est passé en 2016 à plus de 40 millions d'euros et on atteint en 2017 47-48 millions d'euros. Les calculs restent à ajuster. J'avais une question. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus d'argent
et plus de bénéficiaires et de lauréats, ou au contraire, est-ce que les tickets sont plus élevés? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, en fait, c'est sur les communiqués de presse. On associe aujourd'hui la levée de fonds, on associe le prêt BPI et les prêts bancaires. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Alors, je réponds à la première question, je passerai la main pour la deuxième. Il y a plus d'argent, c'est clair. Donc, il y a nettement plus d'argent, donc du coup, ça permet d'avoir plus d'élus, mais il y a aussi une inflation sur le montant de la levée. Il y a toujours des levées à quelques centaines de milliers d'euros, mais il y a beaucoup de levées à plusieurs millions, et donc qui augmentent significativement les montants rassemblés sur une année. Alors, il y a aussi un facteur intéressant, c'est ce que je disais en introduction, c'est que la conjoncture économique est bonne, que le moral des acteurs, qu'ils soient chefs d'entreprise, investisseurs, banquiers, est bon actuellement. Si on se place post-crise et subprime 2010-2011, de l'argent, il y en avait plein, toujours. Mais les acteurs, quels qu'ils soient, étaient figés compte tenu de l'absence de visibilité économique. Donc là, on a véritablement aujourd'hui un moment d'opportunité pour les gens qui veulent lever des fonds de toute nature, parce que le moral est bon, il y a de la liquidité, les taux sont bas, l'institutionnel, qu'il soit BPI, région ou autre, est présent, accompagne. Il y a les structures d'accompagnement nombreuses, telles que Rennes Talente, qui sont là pour sécuriser, accompagner, apporter leur label qui vient sécuriser toute la chaîne. Et clairement, aujourd'hui, la problématique, c'est comment convaincre. C'est bien s'y prendre. Je résumerai la chose en disant qu'il faut raconter une jolie histoire et bien la raconter. Il faut que l'histoire soit belle et qu'elle soit enthousiasmante. Mais l'histoire à raconter n'est pas la même en termes de mise en scène pour les capitaux risqueurs et pour les banques. Un capital risqueur, il veut absolument avoir les yeux qui brillent par rapport aux plus-values, donc de l'ambition et du risque et du caractère de rupture quelque part, de rapidité de mise en œuvre, de force de l'équipe. Il se fout des garanties puisqu'il n'en a pas. Alors que l'histoire à raconter pour des banquiers, elle est clairement beaucoup plus sur les marges de manœuvre, la sécurité, la maîtrise et la capacité à rembourser une dette. Donc les arguments déployés pour séduire ne sont pas les mêmes, mais véritablement, il y a une fenêtre de tir fantastique pour lever des fonds aujourd'hui. Est-ce qu'il faut communiquer en donnant toute l'enveloppe, selon vous, Frédéric, qui comprend la partie bancaire et la levée de fonds, ou est-ce quand on communique, on doit parler que des choses de manière séparée? Moi, je trouve que c'est pas mal de parler de tout, parce que finalement, une levée de fonds, ça se fait par rapport à un besoin global, qui n'est pas forcément à financer que en fonds propres. Et en plus de ça, et c'est un peu en lien avec ce que Jean-Marc vient de dire, c'est que il y a un contexte économique qui est très positif et il y a une perception de la start-up qui a fondamentalement évolué ces dernières années. Et ça, c'est très bien. C'est lié au contexte économique, hein, clairement. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, les banques sont vraiment présentes auprès des start-up. C'est même maintenant, c'est presque devenu une habitude de le dire. Mais c'était pas vrai il y a quelques années. Donc je pense que ça joue aussi dans l'augmentation des fonds levés par les entreprises. Et je trouve ça sain que une entreprise ne fasse pas qu'une levée de fonds, mais fasse le fameux effet de levier de la levée de fonds sur de la dette bancaire. Parce que quand on parle de 20-30% de rentabilité sur des fonds propres, bon, on se rend bien compte que sur l'avenir de l'entreprise, ça a quand même un impact. Donc de pouvoir mixer l'origine des fonds avec pourquoi pas des aides et pourquoi pas du prêt, fait aussi que l'impact sur la rentabilité et la capacité financière future de l'entreprise est aussi pondéré. Donc ça, c'est une bonne chose. Et attention à une chose, mais c'est un peu ce qu'on se disait aussi en aparté au début, c'est que un bon projet, c'est pas, un projet qui lève beaucoup de fonds n'est pas forcément le meilleur projet. Donc il y a aussi un peu cette prime de temps en temps à, ah mon Dieu, un projet levé 4 millions, c'est un super projet. C'est probablement un très bon projet, mais c'est pas parce que votre projet ne lève pas 4 millions que c'est un mauvais projet. Pour l'effet démultiplicateur de la dette bancaire, ce que nous pratiquons pour notre part et qui est accepté globalement par le marché, c'est quand on va chercher 100 de fonds propres, on arrive assez facilement à trouver 50 de crédit en complément. Ce qui permet de dire que si j'ai besoin de 150, c'est pas la peine d'aller chercher 150 de fonds propres. Je serai moins dilué, ça me coûtera moins cher parce que, on l'a dit, les fonds propres, le capital risque, c'est un rendement de l'ordre de 30% sur l'entreprise innovante, alors qu'un crédit bancaire, on l'a exprimé, c'est 1 à 2%, et c'est une charge déductible, alors que la plus-value sur titre n'est pas une charge déductible du compte de résultat.
Et juste pour compléter, effectivement, l'effet de levier, on est dans ces proportions-là. Le banquier, à un moment donné, il va falloir quand même lui justifier, on va dire, ce besoin de dette bancaire. Voilà. On n'est pas forcément sur les mêmes arguments que pour le haut de bilan. Donc, il est important, voilà, de pouvoir expliquer, effectivement. Il n'y a pas un business plan, mais un business plan qui comprend des contenus, qui est mis en scène et surtout qui est porté dans l'expression différemment selon à qui on s'adresse pour séduire et convaincre et rassurer. Et je voulais juste rajouter, effectivement, dans ce climat actuel, moi je suis arrivée sur Rennes il y a bientôt 5 ans maintenant, et c'est vrai que j'ai senti une structuration, on va dire, de l'offre de l'ensemble des acteurs sur le marché de l'innovation et sur les startups. Sur Rennes, plus particulièrement, c'est vrai qu'on est sur un terrain privilégié, et une structuration de l'ensemble des acteurs. On va dire les acteurs académiques, institutionnels, publics, privés, et les banques qui, à un moment donné aussi, pouvaient avoir cet état d'esprit un peu de peur de prendre du risque. Ils ont été sur ce projet-là et sur cette mission-là de façon très convaincante et très motivée, très dynamique. Et quels que soient, on va dire, les établissements bancaires, on a toutes pris effectivement l'ampleur du phénomène et l'importance du phénomène. Donc, je pense qu'on est dans des bonnes... Question complémentaire. Oui, je crois qu'il y a une question à Saint-Malo. Michel. Moi j'ai une question, Raphaël. Michel Gade, chargé de mission à Talent de Saint-Malo. Merci pour cette présentation très exhaustive. Pouvez-vous rappeler, notamment Madame Véronique Grotte, qui insiste souvent lors des formations sur ce sujet, l'importance pour les porteurs de projets de bien expliquer rapidement la pertinence marketing d'un projet, la réponse à un besoin réel, l'avantage concurrentiel. Un bon dossier, c'est une bonne équipe, c'est une conviction, mais c'est une donnée marketing forte et une capacité du porteur de projet à présenter rapidement. Je crois que la notion de temps est importante pour les investisseurs. Ils ont peu de temps à accorder au projet. Et un bon dossier, c'est un bon dossier bien structuré. Les données financières sont importantes, mais la pertinence marketing, c'est quand même le cœur du sujet. Oui, tout à fait. Pour le temps dont les capitaux risqueurs disposent est très court, donc il faut être capable, quand on leur parle, d'attirer d'abord leur attention. Et pour attirer leur attention, il faut être capable de dire que il y a effectivement faut pas parler technique. En gros, le dossier technique qui fait 30 pages ne sera jamais lu par un capital risqueur. Pour pouvoir attirer l'attention d'un capital risqueur et se dire, tiens, j'ai peut-être en face de moi un vrai bon projet, il faut être capable sur un document qui fait 1 ou 2 pages au départ, de lui expliquer de façon extrêmement simple. Quand je dis simple, c'est-à-dire que le document doit être lu éventuellement par un enfant ou quelqu'un qui n'y connaît rien et être capable d'être compris. Et dans ce document, c'est mettre en avant le problème que vous adressez, que ce problème est important et que vos contreparties, donc vos clients, sont capables de dépenser de l'argent pour le résoudre, qu'il y a un gros problème et que vous êtes les meilleurs pour y répondre. Ça, c'est la première étape. Et après, vous pouvez l'emmener progressivement dans des choses un peu plus détaillées, mais il faut être très, très, très prudent sur la façon dont on monte ces documents, qui doivent être extrêmement commerciaux, des slides, peu de wording, mais plutôt de bons slides avec de bons schémas qui expliquent le problème et qui expliquent comment vous le résolvez et pourquoi vous êtes le mieux placé pour le résoudre et que vous êtes capable de faire de l'argent en le résolvant. Grosso modo, c'est ça. Autre question ? Une question à Saint-Malo encore. Oui, lorsque vous étudiez un projet et le besoin de financement, est-ce que vous distinguez le besoin en termes de développement technologique et le besoin qu'on pourrait qualifier de BFR, enfin dépenses courantes, ou est-ce que vous considérez seulement le besoin global ? Est-ce que vous distinguez les deux familles de besoins ? Alors tout dépend du produit. Si on est sur de l'aide à l'innovation, on va faire les deux. Très clairement parce qu'un financement
une aide à l'innovation s'intègre dans un plan de financement global. Donc l'idée, c'est de bien valider le fait que les ressources nécessaires à l'entreprise pour son développement, à l'innovation et pour son activité récurrente, on va dire, est présent. Et on va quand même devoir faire un focus sur la partie développement, R&D, parce que c'est celle qu'on va pouvoir financer sous forme d'aide. Donc il faut, voilà, on a les deux, très clairement, mais dans tous les cas, le plan de financement global est important. Vous êtes tous en mesure de payer des impôts. L'idée, c'est de donner de l'argent public sur des projets qui ont une chance d'arriver à leur fin. Donc si on sait dès le départ que les ressources nécessaires ne sont pas présentes dans l'entreprise, ou n'ont pas de chance de l'être, bon, autant ne pas mettre d'argent public dedans. Question à Saint-Malo ? Oui, une question. Crowdfunding, auriez-vous quelques informations sur les tendances en termes de crowdfunding, sur la perception des dossiers qui ont levé des fonds en crowdfunding par la BPI, par les banques, par les investisseurs, éventuellement sur les actions, sur les offres crowdfunding développées par la BPI et les banques? Alors, un petit point d'abord sur le panorama global, après je redonnerai la parole à la BPI. Le crowdfunding est quelque chose qui avance et qui se développe assez vite. On est sur des taux de 40 à 50% de croissance des montants collectés chaque année. Je crois que sur 2017, ce qui est annoncé, sur 2016, il y avait eu plus de 280 millions d'euros qui avaient été brassés par ces différentes initiatives. Et il y en aura 50% de plus annoncés sur 2017, sachant que, attention, il y a 3 catégories d'intervention dans cette catégorie-là. Il y a les dons, avec ou sans contrepartie, il y a les prêts et il y a le capital. Celui qui cavale le plus, c'est le prêt. Aujourd'hui, et sur 2017, on le constatera aussi, ce sera plus de la moitié du volant que j'évoquais tout à l'heure, et en sachant que le prêt dans cette catégorie-là ne peut intéresser que des PME rentables. Donc tout ce qui est start-up ne pourra pas. Si on prend ceux qui interviennent en equity, et là je passerai la parole aussi à Frédéric, on peut réunir de l'argent au travers des plateformes de crowdfunding en equity sur certaines catégories de projets. De l'autre côté, ceux qui sont souscripteurs et qui placent de l'argent sont des gens soit des business angels, soit du grand public. Donc il faut qu'ils soient en capacité de comprendre donc des projets très techniques où le produit est très très loin de leurs préoccupations. Ils ne vont pas adhérer. Donc attention et en plus ce sont des façons de procéder qui coûtent assez cher, puisqu'il faut préparer le dossier d'un point de vue documentation, encore plus quand on parle d'un fonds d'investissement. Il y a des coûts à engager pour pouvoir être sur une plateforme, donc il faut être sûr qu'on réunisse les bons critères. Il faut regarder les typologies de plateformes. Frédéric, d'autres? J'aurais pas mieux dit. En complément, non, alors le crowdfunding, c'est vraiment une solution de financement haut de bilan et en moyen terme comme une autre. C'est une solution qu'il faut envisager. Effectivement, je partage complètement plutôt dans une vocation B2C, parce qu'à un moment ou à un autre, on va sur une cible d'investisseurs qui sont pas forcément des spécialistes. Donc quand vous êtes sur une biotech ou sur un nouveau laser, c'est un peu compliqué de vulgariser la chose et de montrer l'intérêt fondamental d'investir en crowdfunding, encore que ça pourrait peut-être s'envisager. Moi, il y a une version de crowdfunding que je vois pas souvent, mais que j'aime bien. C'est celle où vous faites de la pré-vente, finalement. Parce que on est plutôt dans du crowdlending, donc plutôt dans du prêt, finalement, que sur des fonds propres. Mais tout l'intérêt, c'est que vous mixez deux choses. Vous mixez un besoin de financement, très clair, mais aussi, finalement, un premier contact marché qui permet de valider l'appétence du marché par rapport à l'offre et par rapport à un prix de vente. Et c'est une super étude de marché, assez rapide à mettre en place. Alors, on voit aussi qu'il y a quand même quelques projets. C'est là aussi où, de l'autre côté, les gens qui font ce genre de prêt doivent bien en avoir conscience, c'est qu'on est sur des produits qui n'existent pas encore.
Donc c'est là où l'offre après elle est aussi un peu dangereuse pour les deux, pour l'entreprise, parce qu'il faut quand même qu'à un moment elle arrive à produire et à vendre ce qu'elle a prévu de vendre, et pour celui qui a prêté, parce qu'il n'est pas certain d'avoir le produit à la fin, ou en tout cas pas exactement celui qu'il attendait. Mais en tout cas c'est un moyen de financement comme un autre intéressant, qui se substitue pas à mon sens aux fonds propres classiques, mais qui peut répondre à des besoins spécifiques. Alors, pour compléter, parce qu'on travaille aussi avec ces fonds-là, on a rencontré d'ailleurs un hier, parisien bien connu, l'Indix, qui est venu nous voir pour voir un peu sur certains dossiers ce qu'on pouvait faire. Ce qu'il faut comprendre, ce qui a été exprimé ce matin, c'est que le financement d'entreprise innovantes, qui est à risque, qu'elle soit en phase de création ou de développement, repose sur une rencontre entre des preneurs de risques, que sont les capitaux risqueurs, les banquiers, BPI, qu'il faut convaincre, et que la dimension humaine sur ce type de dossier est prépondérante. C'est 70% des décisions finales. Je suis convaincu du porteur de projet, dans la forme, dans la relation, dans la poignée de main, dans le regard, dans la façon dont il parle, et dans les questions que je lui pose, il a répondu à tout et il m'a convaincu. Donc je peux prendre un risque. En crowdfunding, on ne rencontre pas le prêteur. C'est la toile. Et ça tue 70-80% de la capacité de convaincre en matière de financement d'entreprises innovantes. Donc ça ne me paraît pas être un moyen de financement aujourd'hui adapté pour de nombreux dossiers. Il peut y avoir des exceptions, mais pour répondre à la masse des dossiers qui restent déjà difficiles à financer classiquement. Sur des produits B2C qui vendent du rêve par eux-mêmes. Très honnêtement, c'est ça. C'est effectivement une campagne de pub qu'on fait quand on fait une levée de fonds, déjà, sur la toile via du crowdfunding. Et quand on interroge nos amis crowdfunders sur le taux de succès, quand vous avez 100 demandes, quel est votre taux d'acceptation de dossier? C'est 1% eux aussi. En matière d'entreprise traditionnelle, je ne parle pas d'innovation. Parce que le crowdfunding par le prêt, ce sont des taux qui varient entre 7 et 12%. Le prêt bancaire, c'est entre 1 et 2%. Quand vous acceptez de payer 6, 7, 8 fois plus cher un prêt, plus les frais de traitement de la mise sur la plateforme, qui peut être de 3%, frais de dossier, plus les frais annuels pour gérer le remboursement de la dette, on arrive à des coûts qui sont excessivement importants et légitimes que parce qu'on veut en fait communiquer par la toile très largement sur le client final. Et ce client final qui est un particulier, effectivement très, très généralement, quand on l'aborde tel que vous l'exprimiez Frédéric, sous le biais du crowdfunding avec de la prévente, donc ce sont des formes de dons avec un engagement de contrepartie produit, c'est du chiffre d'affaires, il sera fiscalisé, c'est pas du capital, c'est pas un prêt, donc il y a une fiscalité liée à la TVA et une fiscalité liée à l'impôt société. Ce que les gens ne comprennent pas toujours, ils imaginent que c'est du capital, du prêt, c'est pas le cas quand il s'agit de dons par contrepartie. Donc, s'il n'y a pas d'Eldorado, il se développe une solution alternative plutôt pour l'entreprise traditionnelle, B2C, et pour le reste, eh bien, il faut rester dans la logique du face-à-face, tel qu'on l'a exprimé ce matin, si on ne veut pas perdre de temps. De mon point de vue. Ça m'amène à pas une parenthèse, mais un complément qui me semble important, c'est que être entrepreneur, c'est un peu être joueur d'échecs. Et en fait, ce qu'il faut que vous ayez toujours en tête, en tout cas en termes de financement, mais même en termes de stratégie d'entreprise, c'est le coup d'après. Le crowdfunding, c'est un bon moyen d'avoir un accès à un marché directement. Bon, c'est un moyen aussi de capitaliser, mais sans faire appel à potentiellement des investisseurs. L'intérêt, par exemple, c'est aussi de voir que dans le choix des investisseurs que vous faites, même potentiellement dès un premier tour, c'est la capacité de réinvestissement qu'ils peuvent avoir dans le cadre d'un second tour. Donc vous voyez qu'en fait, finalement, il y a le besoin instantané ou que vous percevez, et puis il y a l'évolution de l'entreprise comme vous pouvez le percevoir aussi dans le temps. Et le choix des financeurs, des investisseurs que vous allez opérer, il doit se faire dans cette perspective-là. C'est-à-dire le besoin actuel et mon besoin futur. Et déjà, quand vous vous posez cette question-là, vous allez voir que vous allez rétrécir potentiellement le champ des possibles dans les intervenants à consulter. Bonjour. Je souhaiterais savoir si dans le cadre d'une création d'entreprise par un individu privé, le fait de ne pas se verser de salaire était pris en compte dans l'évaluation des fonds propres. Alors, dans l'évaluation des fonds propres, non. Par contre, c'est pris en compte par les interlocuteurs auxquels vous allez parler. Le fonds d'investissement, effectivement, va regarder ce que l'effort
et va considérer que le dirigeant fait un effort au travers du capital qu'il apporte à sa société et aussi au travers de l'absence de rémunération dans la phase de démarrage. Mais ce sera pour lui une démonstration de l'implication du dirigeant, mais ce ne sera pas financièrement ou comptablement pris en compte, quoi. À l'inverse, vous payez un salaire, ça va se voir dans les ratios de l'entreprise, le BE, enfin le résultat, etc. Et donc dans la valorisation qui sera faite de l'entreprise. Donc ne pas se prendre de salaire à un moment où finalement l'entreprise ne dégage pas de profit fait que vous allez potentiellement, en tout cas si l'entreprise a un peu de vie, ne pas avoir de perte, donc pas avoir de réduction du fonds propre de départ. Donc dans la valorisation, les ratios qu'on va pouvoir avoir d'analyse sur la valorisation de l'entreprise, le fait de ne pas se prendre de salaire, indirectement, l'améliore. Ok, je vous propose de s'en tenir à ça. Il y aura la possibilité, bien sûr, d'échanger avec nos intervenants dans la phase de café qui va suivre. Alors, il me reste quand même à vous remercier tous, vraiment, voilà, pour la complémentarité, complétude de vos interventions.